Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Alors. Attends. Moi, je l'ai trouvé. Bonjour. C'est le rapport de Bonjour, Carmen bonjour. régulièrement. Je vais le transférer. Bonjour. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, si vous avez des conversations indépendantes du webinaire? Comme ça, parce qu'on va être a priori très nombreux. Bonjour à tous. Je continue à faire entrer des gens, hein, c'est pour ça que je fais deux choses en même temps. Je vais laisser mes deux collègues se présenter. Je continue à autoriser les entrées et puis du coup Emmanuel et Karine, je vous laisse la parole pour au moins qu'on se présente chacune. Oui, je Vas-y, commence. Emmanuel. Allez. Je t'en prie. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Emmanuel Sterf, médecin au service de veille sanitaire de l'ARS, donc en charge de tout ce qui est infection associée aux soins, aussi bien en établissement de santé qu'en établissement médico-social. Certaines d'entre vous doivent me connaître, puisqu'avant, j'étais à la direction de l'offre médico-sociale et je m'occupais en particulier des EHPAD, enfin, du champ médico-social, personnes âgées, tout au moins. Comment tu fais pour Voilà. passer le son? Sur ton ordi, tu peux, ça marche pas. Excusez, je me permets de façon, tu demander aux participants de couper votre micro, s'il vous plaît, sinon on vous entend. Je vais essayer de les couper à la source. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais... Donc, bonjour, moi c'est Karine Windels, je suis médecin épidémiologiste à Santé publique France en région Hauts-de-France, donc basée à Lille. On est hébergé dans les locaux de l'ARS. Je suis référente risque infectieux épidémique en EMS, entre autres, au niveau de la cellule Hauts-de-France de Santé publique France. Et donc, Gwenaëlle Aucher, moi je suis médecin au CEPIAS. Et donc, voilà, on a souhaité vraiment vous se mettre à trois. Donc, vous avez les trois comment dire, représentants un peu de ceux qui gèrent le signalement, la prévention, la gestion des infections à l'échelle régionale, donc la partie ARS, la partie plus épidémiologique avec Karine, et puis moi-même, donc je suis plus sur la partie appui quand vous avez besoin d'aide, en plus de celle que va vous apporter l'ARS. On va vous redétailler tout ça. Donc c'est d'abord Karine, je crois. Il va présenter un peu sa partie. Ensuite, le docteur Serre et moi-même, je terminerai sur des outils plutôt pratico-pratiques. Donc voilà, je te laisse. Je vais couper mon micro, moi aussi. Je te laisse du coup partager ton écran, Karine. Et si je voulais juste rajouter, si vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez les poser dans le chat. Si on est très nombreux, je pense que ce sera peut-être compliqué de vous donner la parole oralement, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et ton micro. Le micro est activé. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous... Attends, Karine, On t'entend plus. Mais là, c'est moi qui ai coupé les micros pour tout le monde, et en fait, je ne peux pas couper que les invités. Attendez, 2 secondes, excusez-moi. On va y arriver. Il faut que je te redonne la parole, Karine. Comment je fais ça? Là, je l'ai. Vous m'entendez? Bon, oui. Alors du coup, il faut que tout le monde... Je ne peux pas couper différemment, donc je demande à tout le monde d'être bien discipliné, gardez vos micros coupés, et je ne les coupe pas, moi, autoritairement. On commence le partage. Donc là, c'est bon, vous me voyez bien? Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de l'évolution du dispositif d'alerte, d'aide à la gestion et de surveillance épidémiologique des cas groupés d'infections respiratoires aiguës, incluant désormais la Covid-19 en EMS. Donc, vous exposez le guide de signalement de Santé publique France et brièvement les outils d'aide à l'autosurveillance également.
Donc, le contexte, pour permettre le signalement et le suivi des cas groupés d'infections respiratoires aiguës dans les établissements médico-sociaux. Donc, comme je vous le disais, on a mis en place un nouveau dispositif de signalement dénommé Vous ira plus. Donc, ça a été mis en production le 20 juin 2023 et il repose sur un circuit de déclaration qui est unique maintenant. Donc, ira plus Covid-19. Donc, ça correspond à l'ancien circuit des cas groupés d'IRA et on a inclus la Covid-19. Il y a eu quelques modifications au niveau du questionnaire, mais c'est pour avoir un circuit unique. Donc, c'est un signalement via le portail national des signalements du ministère de la Santé qui remplace les deux anciens systèmes, comme je viens de vous le dire. Donc, avec l'ancien système de cas groupés d'IRA qui était mis en place en septembre 2019 et le nouveau système d'information de surveillance de la Covid-19 qui avait été mis en place durant la pandémie Covid-19. Pourquoi on a fait évoluer? Pour simplifier la procédure de signalement par vous, les EMS, pour avoir un circuit unique de signalement, IRA et Covid-19, et on est sur un signalement de cas groupés et plus uniquement sur un signalement de cas individuels. Simplifier également l'aide à la gestion via l'interconnexion à l'outil partagé de gestion ARS et Santé publique France qui est utilisé au niveau de la veille sanitaire. Et ça facilite d'avoir un seul outil qu'on peut partager, ARS, Santé publique France, et ça simplifie aussi la surveillance épidémiologique puisqu'on n'a plus qu'un seul système pour les deux, IRA et Covid-19. Comme je vous le disais, on est sur des cas groupés, on n'est plus sur de la surveillance individuelle des cas, et on est sur 2 étapes de signalement, au début et à la clôture de l'épisode, comme c'était le cas pour les cas groupés d'IRA avant. Donc, ça simplifie les procédures de signalement. Je vous rappelle les objectifs du dispositif général. Donc, c'est vraiment pour alerter par la détection rapide au sein d'un établissement de la survenue de cas groupés d'infections respiratoires aiguës dans le but de mettre en place des mesures de gestion adaptées rapidement. Pour aider et recevoir une aide à la gestion de la part de l'ARS et du CEPIAS éventuellement, et si nécessaire, un appui également de la cellule Hauts-de-France de Santé publique France pour une investigation épidémiologique. Donc, pour recevoir une aide à la gestion rapidement, si nécessaire, de ces cas groupés pour vous aider le plus rapidement possible. Et ça permet également d'implémenter une surveillance épidémiologique pour évaluer l'impact des épisodes de cas groupés d'IRA au sein des établissements médico-sociaux. Et ce sont des établissements qui hébergent des sujets particulièrement vulnérables aux infections respiratoires aiguës. Donc, ça nous permet d'évaluer l'impact au niveau régional, au niveau national, et si nécessaire, d'adapter les recommandations et les mesures barrières, les mesures de gestion en fonction de l'évolution de l'épidémie. Sur cette diapositive, je vous rappelle le circuit du signalement et le rôle des différents acteurs en région. Donc, vous, EMS, établissement médico-social, vous signalez via le portail du signalement sur le site du ministère de la Santé. Donc, c'est l'ARS qui reçoit le signal, qui fait une première évaluation du signal en fonction des critères de sévérité et qui peut vous apporter une aide à la gestion en fonction de différents critères et si vous le demandez. Donc, il y a une évaluation de ce signal, une aide à la gestion et peut vous apporter conseils et assistance. Donc, le docteur Cerf de l'ARS pourra vous expliquer cela plus en détail. Vous pouvez également, via ce circuit, il peut y avoir un appui du CEPIAS. Le docteur Locher pourra détailler cet appui, mais ça permet de faire une évaluation des mesures d'hygiène et d'apporter une aide à la gestion également. Nous, en tant que cellule régionale de Santé publique France, on peut venir également en appui dans l'aide à la gestion pour faire en faisant une évaluation épidémiologique de la situation. C'est ce qui a été fait lors de clusters complexes de Covid-19 et c'était déjà le cas également lors de clusters complexes d'infections respiratoires aiguës hors Covid. Donc, ça peut se faire par téléphone et parfois, on a été amené à aller sur site pour aider les EMS dans des clusters très, très complexes où la situation était dépassée. Donc, il y avait des missions d'appui, ARS, CEPIAS et Santé publique France en région. Et Santé publique France en région intervient également dans le cadre de la surveillance épidémiologique, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau régional et les données régionales remontent au niveau national.
Quels sont les EMS qui sont ciblés par ce dispositif? Ce sont tous les EMS qui disposent de places d'hébergement pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Donc, pour les hébergements de personnes âgées, dépendantes, les EHPAD, mais également les autres EHPAD. Il y a également, donc, comme je vous le disais, les hébergements pour personnes en situation de handicap, femmes, MAS, IME, etc. Donc, toute la liste est décrite dans le guide de signalement. Là, je vous présente les principales étapes, mais tout est disponible sur le site de Santé publique France. Vous aurez le lien à la fin de la présentation. Donc, les établissements avec services d'hébergement, mais exclusivement sociaux, ne font plus partie du champ de cette surveillance. Ils avaient été inclus lors de la surveillance de Covid-19, mais là, ils n'en font plus partie. Les établissements sans place d'hébergement ne font pas partie du champ de la surveillance. Il y a d'établissements d'accueil de jour, etc. Et tout ce qui est USLD, SSR, ce sont des établissements de santé. Et, les cas groupés, les épidémies, les infections associées aux soins sont à déclarer via ICIN. Les critères de signalement, donc comme je vous le disais, ça a changé pour la Covid-19. C'est différent également de ce qui était pour les cas groupés d'IRA avant la pandémie, pour avoir une seule définition cas groupé et qui soit suffisamment sensible pour détecter un début d'épidémie rapidement. Donc, il faut signaler dès la survenue de cas groupés d'au moins 3 cas d'IRA parmi les résidents en 4 jours. Donc, ça correspond à l'apparition d'un épisode de cas groupé dans l'établissement. La date de début de l'épisode est celle de l'apparition des premiers symptômes chez le premier cas résident. Et les cas d'IRA parmi le personnel de l'établissement doivent être renseignés au moment de l'ouverture et de la clôture de l'épisode, mais n'interviennent pas dans le décompte des cas qui conduit au signalement, donc aux critères de signalement. C'est 3 cas parmi les résidents en 4 jours qui amènent au signalement. Qu'est-ce qu'on entend par une infection respiratoire aiguë dans le cadre de ce dispositif? La définition, c'est toute personne chez qui a été constatée la survenue récente d'au moins un signe général suggestif d'infection et d'au moins un signe fonctionnel ou physique d'atteinte respiratoire basse ou d'une infection respiratoire biologiquement confirmée. Qu'est-ce qu'on appelle symptômes de suspicion d'IRA? Donc, c'est adapté, cette définition, c'est adapté de ce qui avait déjà été décrit dans l'avis du HCSP 2012. Donc, les symptômes généraux, c'est fièvre, frisson, sueur, arthralgie, myalgie, céphalée, fatigue, et au moins un signe fonctionnel respiratoire, c'est mal de gorge, rhume, toux, dyspnée, douleur thoracique, sifflement ou signe auscultatoire récent diffus ou en foyer. Le guide rappelle également que chez la personne âgée, mais ça vous connaissez très bien, en tout cas dans les EHPAD et EHPA, il est utile de rappeler qu'il faut penser à une IRA basse devant des signes peu spécifiques, parce que ça peut apparaître sous forme d'un état confusionnel, d'une altération d'état général, d'une somnolence. Donc ça, c'est rappelé dans l'avis du HCSP de 2012. Lors d'une suspicion de Covid-19 chez une personne âgée, outre les signes infectieux, fièvre, frisson et les signes classiques des infections respiratoires, les manifestations cliniques mentionnées dans le tableau ci-dessous, la survenue brutale constitue des éléments d'orientation de diagnostic de Covid-19 en contexte épidémique, et ça c'est rappelé dans l'avis du HCSP du 20 avril 2020, et ces manifestations cliniques d'orientation diagnostique de Covid-19 chez le sujet âgé sont les suivantes: altération de l'état général, chute répétée, apparition ou aggravation de troubles cognitifs, syndrome confusionnel, diarrhée, décompensation d'une pathologie antérieure. Quelles sont les étapes du signalement? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est plus dans un suivi, comme dans le cadre de la Covid-19, un suivi individuel des cas dès le premier cas. On est dès la survenue de 3 cas en 4 jours. Vous créez un signalement initial sur le portail des signalements. Donc, c'est ce qu'on appelle le volet 1. Donc, l'ARS validera les éléments du volet 1. Il y a tout l'épisode qui se déroule. Et une fois que vous considérez qu'il n'y a plus de cas, une fois que vous avez le dernier cas, il y a un délai de 14 jours. Et là, vous pouvez clôturer l'épisode. Donc, vous renseignez le volet 2 via le portail des signalements. Donc, vous signalez 2 fois à l'ouverture des 3 cas en 4 jours. Et une fois qu'il n'y a plus de cas, 14 jours après, vous signalez sur le portail le volet 2. Après, si vous avez un autre épisode, vous recréez un nouvel épisode. Donc, dès qu'il y a à nouveau 3 cas en 4 jours, vous recréez une nouvelle fiche, un nouvel épisode,
Et vous êtes en lien avec l'ARS si besoin, elle vous contactera si besoin. Et une fois qu'il y aura à nouveau l'absence de cas pendant 14 jours, vous clôturez l'épisode, et ainsi de suite. C'est important de bien clôturer l'épisode, sinon on ne sait plus où on en est au niveau de ce qui se passe au sein de l'établissement, au niveau de l'épidémie, de l'impact épidémique. C'est important à chaque fois de créer et de bien clôturer l'épisode. Ça nous permet également, au niveau épidémiologique, de calculer des taux d'hospitalisation, des taux de létalité qui sont importants pour estimer, évaluer la sévérité des épisodes dans les EMS et adapter les recommandations si nécessaire, voir s'il n'y a pas un échappement immunitaire, si le vaccin n'est plus efficace. Voilà, c'est vraiment important, ces informations, pour adapter les recommandations et pour éviter qu'il y ait des formes trop graves, trop sévères dans les EMS. Donc, comment signaler? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, via en allant sur le portail des signalements des événements sanitaires indésirables du ministère de la Santé. Alors, ce n'est pas forcément intuitif l'endroit où on retrouve les fiches. Donc, je vous rappelle ici ce qu'il faut faire. Donc, c'est faut aller sur le portail, signaler un événement indésirable. La deuxième étape, c'est « Je suis un professionnel de santé ». La troisième étape, il faut aller chercher « Maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue ». Et la quatrième étape, c'est « Infection respiratoire aiguë », déclaration première partie pour le signalement initial. Et après, la deuxième partie, c'est pour la clôture. Donc, tout ça, c'est rappelé dans le guide de signalement. Et de toute façon, vous aurez accès, on vous transmettra la présentation et le webinaire est également enregistré. Donc, les différentes étapes du questionnaire. Donc, il y a une première partie qui correspond aux renseignements sur le déclarant et l'établissement. Il n'y a plus de login et mot de passe comme l'ancien système Covid-19. Hein. Là, vous allez directement, comme pour les IRA, renseigner la fiche avec les différentes coordonnées d'établissement. La deuxième étape, on est plus sur le renseignement sur la situation lors du signalement initial de la situation épidémiologique, donc le nombre de cumulés de malades, d'hospitalisations et de décès depuis le début de l'épisode. Et cette situation sera également à compléter à la clôture. Et enfin, le renseignement sur la recherche étiologique est très important pour nous, qui nous permet de savoir si c'est de la grippe, de la Covid-19 ou une autre infection respiratoire. Donc, c'est vraiment important que vous remplissiez bien tous les éléments. Donc, agent pathogène recherché, le type et le sous-type, nombre de tests réalisés et nombre de tests positifs. Et là, ensuite, les différentes parties, prophylaxie et traitement antiviral, mesures de contrôle et de gestion et la vaccination effectuée. Comme je vous le disais, on fait une surveillance épidémiologique et on fait une rétro-information auprès des signalants. Donc, vous avez accès au point épidémiologique régional, donc la surveillance, la rétro-information, la publication débutera la semaine 40, donc dans une semaine et demie. Mais il faut savoir que là, on commence déjà, de toute façon, on suit tous les signalements, hein, et on veille s'il y a une situation qui est alarmante, on publie. Mais là, pendant la saison hivernale, on a une période de publication donc qui commence semaine 40 et en général qui se termine mi-avril. Donc, il y a un point épidémiologique régional, un point épidémiologique national, et vous avez également sur Géode, qui est l'espace de Santé publique France, où vous avez toutes les données sur la situation épidémique. Vous pouvez les récupérer via le site de Géode, ici. Donc, il y a différents outils disponibles pour vous aider. Comme je vous le disais, tout ce que je vous ai dit là, c'est disponible sur le guide de signalement de Santé publique France, qui est téléchargeable sur le site de Santé publique France. Vous avez également la possibilité de vous aider d'outils que je vais vous présenter brièvement, mais les outils d'aide à l'autosurveillance des cas groupés et à leur gestion. Donc, pour l'aide à l'autosurveillance, il y a une courbe épidémique et un tableau de recensement des cas qui sont disponibles sur le site de l'ARS Hauts-de-France et qui ont dû vous être envoyés également lors de la mise en production. Et ensuite, il y a tous les outils d'aide à la gestion que va vous décrire le docteur Locher, la checklist IRA, et qui sont également disponibles sur le site du REPIAS et le site du CEPIAS Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce que la fiche autosurveillance ou courbe épidémique? Il ne faut surtout pas la voir comme une courbe administrative à envoyer à l'ARS. C'est d'abord un outil qui doit vous aider à détecter rapidement un début d'épidémie et à partir de quand il faut signaler.
Donc, comme on vous disait, c'est 3 cas en 4 jours. Donc, comme vous voyez, il y a un premier cas qui arrive, la première petite croix verte. Il y a une résidente qui présente une toux pleine de courbatures. L'infirmière coordinatrice, en accord avec le médecin coordonnateur, elle met une petite croix face à la date de début des signes. Et finalement, là, c'est un cas isolé, donc il n'y a pas de signalement à faire. Mais il faut mettre toutes les mesures barrières adaptées selon les recommandations en vigueur et les recommandations que va vous rappeler le docteur Loucher. On a ensuite un rond, vous voyez sur la 3e case, 2 jours plus tard, c'est une aide-soignante de l'établissement qui présente des signes respiratoires. Et donc, elle est en arrêt de travail en raison d'une grippe. Donc là, on est chez un personnel soignant, le rond. Et ensuite, on a le lendemain, le voisin de la chambre de la première résidente qui présente des signes d'infection respiratoire aiguë. Et donc, la case est cochée avec une croix. Le lendemain, c'est une résidente d'une autre chambre. Et 2 jours plus tard, on a 3 autres cas qui présentent des signes d'infection respiratoire aiguë. Et donc là, on est en présence de plus de 3 cas en 4 jours, donc le rond vert. Et donc, c'est à ce moment-là que vous signalez. Mais c'est vraiment un outil d'autosurveillance qui vous permet de détecter très rapidement un début d'épidémie quand ça va commencer à flamber. Et avec des risques d'échappement, parce qu'une fois que l'épidémie est arrivée, comme ceux qui l'ont déjà vécu, je pense la majorité d'entre vous, une fois que l'épidémie est là, elle est installée et on court après l'épidémie. Donc il faut la détecter le plus rapidement possible pour s'assurer de la bonne mise en place des mesures de gestion adaptées. Vous avez ensuite le tableau de recensement des cas qui est là pour vous aider en fait à suivre justement les cas donc on parle de cas en épidémiologie, mais ce sont des patients pour vous, pour suivre les cas en fonction des signes cliniques, du numéro de chambre, nom, prénom, et ça vous permet de vous retrouver sur la situation épidémiologique de l'établissement, parce que quand l'épidémie est installée, parfois vous avez besoin d'avoir ces informations et c'est plus facile de faire un suivi au fur et à mesure qu'en plein milieu d'épidémie. Donc voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc je vous remercie de votre attention. En cas de difficulté par rapport à l'outil de signalement, du dispositif de signalement, n'hésitez pas à adresser un mail à l'adresse suivante covid-sms@santépubliquefrance.fr qui est encore fonctionnel plusieurs mois après la mise en production. Voilà, je laisse la parole à mes collègues et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Gwenaëlle, je te laisse la parole. Je pensais que c'est Emmanuel d'abord. Moi, je terminerai par les outils. Oui, Ok, alors je vais faire ma présentation. Il y a déjà une question qui a été posée sur qui doit déclarer, est-ce le médecin, le référent en hygiène ou le directeur? Ça peut être l'un des trois, mais vous le verrez dans ma présentation. Je voulais insister sur certains points suite à la présentation du Dr Windels, à savoir qu'il ne faut pas que vous oubliez de noter le numéro de déclaration lorsque vous émettez un volet 1 sur le portail de signalement pour retrouver votre volet 2 plus facilement. Effectivement, comme le précisait le docteur Windels, on ne vous demande pas de déclarer juste pour le plaisir de déclarer. C'est vraiment un outil très important pour nous parce que ça permet de suivre l'évolution, notamment du Covid qui recommence là, à titre d'exemple, en ce moment, et de pouvoir adapter les mesures, les consignes nationales ou régionales en fonction de ce qui se passe dans la région au niveau national. Donc, ces données sont précieuses pour pouvoir s'adapter à la situation. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça, et il y aura peut-être d'autres choses que je vous dirai au fur et à mesure lors de ma présentation. Oui, alors il y a une question qui arrive sur qu'en est-il des EMS rattachés à un établissement sanitaire? Effectivement, ça c'est une question récurrente. Normalement, ils doivent, comme l'indique le docteur Windels, passer par le portail. C'est vrai que c'est une vraie question parce que les établissements de santé ont également leur propre canal de signalement, à savoir les ICIN. Il n'empêche que pour les établissements médico-sociaux rattachés à un centre hospitalier, pour ces cas d'IRA, de GEA, et on va voir d'autres pathologies, ils doivent passer soit par le portail, soit par un autre système dont je vais vous parler ensuite.
Même si sur le portail, quand vous ouvrez le portail, il y a un message qui dit que si vous êtes un établissement de santé, il faut utiliser votre propre outil. Mais en fait, ce n'est pas le cas pour tout ce qui concerne établissements médico-sociaux. Alors, comme le précisait le docteur Windels, ces déclarations sur le portail concernent des établissements médico-sociaux avec hébergement. Donc, SIAD et accueil de jour, ce n'est pas de l'hébergement. Karine, je te laisse compléter. Non, c'est ça. Alors, juste pour information, dans le guide de signalement, il y a une annexe qui reprend en détail tous les établissements. Comme ça, si vous posez la question, dans le guide, vous avez vraiment tous les détails. Et puis, dans le pire des cas, vous pouvez solliciter aussi l'adresse Covid de SMS dont je vous ai parlé, qui pourra répondre à votre question. Ou vous pouvez aussi solliciter l'ARS et notamment via le point focal régional de l'ARS et utiliser le mail de la boîte c'est la boîte signal de l'ARS, donc ARS-6 HDF-6 signal au singulier @ars.santé.fr. Mais vous verrez l'adresse sur mon diaporama. Et j'insiste effectivement aussi sur les critères de signalement en termes d'établissement, parce qu'il se trouve que dans le service, ces derniers jours, avec la reprise épidémique du Covid, on a beaucoup de signalements via le portail d'établissements médico-sociaux, certes, mais qui ne répondent pas à la liste des établissements qui peuvent utiliser le portail. Je donne à titre d'exemple Anesat, par exemple. Ces établissements-là n'ont pas à signer sur le portail. S'ils peuvent gérer leur cluster sans souci, ils n'ont pas besoin de le signaler à l'ARS. Par contre, s'ils sont en difficulté, bien évidemment qu'ils peuvent nous solliciter pour qu'on les aide. Oui, alors Rita, une question, je suppose que tu poses une question sur... C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une remarque ou une question? Voilà. C'est une question. Ah, c'est une question. Donc, effectivement, s'il y avait un souci sur le portail, vous pouvez vous adresser sur l'adresse mail qui est indiquée dans le chat par le docteur Locher pour signaler votre difficulté à, comment dire, à saisir sur le portail. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à ma présentation. Alors, on y va. Alors, est-ce que vous voyez tous? Alors, attendez, je rebascule. Est-ce que vous voyez ma présentation ou pas? Oui. C'est bon? Alors, juste j'ai un petit souci technique que je ne peux pas résoudre. C'est que j'ai des coupures intempestives de courte durée, mais fréquentes. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais ça arrive. Le réseau se remet rapidement, mais c'est indépendant de ma volonté, on va dire. Et c'est casse-pied. Voilà, donc du coup, moi, je vais vous présenter un peu le circuit du signalement entre vous, l'ARS, le CEPIAS, les EMH, les EOH, voilà, ce dont je veux vous parler. Donc, d'ailleurs, ça va répondre, cette diapositive, à la question qui a été posée par Tchatch. Donc, il est recommandé, bien sûr, que les EMS signalent à l'ARS toute situation à risque épidémique avéré. Je vous ai expliqué pourquoi au préalable. Et donc, qui est en mesure de signaler? Eh bien, ça peut être le directeur, le médecin coordonnateur de la structure, l'infirmier coordonnateur, un correspondant hygiène, enfin, toute personne qui est définie comme pouvant signaler ce type d'événement au sein de l'établissement. Et donc, pourquoi signaler? Bon, je vais me répéter un peu, mais j'insiste sur le fait que ça permet d'alerter sur les cas groupés, les formes de graves, pour vous aider à mettre en place des mesures de gestion si jamais vous étiez en difficulté, et pour limiter l'impact de cette épidémie, et aussi pour pouvoir avoir une information sur ce qui se passe au niveau régional et pour l'ensemble des ARS au niveau national. Alors, quand est-ce que vous devez signaler? Eh bien, tout dépend du type de pathologie. Je vais venir dans le détail après, mais en général, c'est dès la survenue d'un cas pour certaines pathologies ou dès la survenue de plusieurs cas, dits cas groupés, ou dès la survenue de cas graves engendrant hospitalisation ou décès.
qu'est-ce que vous devez signaler? Alors là, je vous parle du signalement, mais ne vous mettez pas en tête que, comme on vient de parler du portail, que c'est tout ce qui est à signaler via le portail. Comme je vous disais précédemment, les IRA, les GEA, c'est à signer dans le portail, on reviendra dessus après, mais d'autres pathologies qu'on rencontre fréquemment en EMS ne sont pas à signaler via le portail. Alors vous allez me dire, on est un peu compliqué, on a différentes voies d'accès. Ben, j'en suis d'accord, mais malheureusement, cette condition, ben, on est soumis tous à cette condition-là. Après, ça évoluera de toute façon, tout se dématérialise, donc on finira par tout dématérialiser, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour l'instant. Donc, qu'est-ce que vous signalez? Qu'est-ce que vous pouvez signaler via le portail ou pas, ou autrement? Ce sont les infections à potentiel épidémique. À savoir, donc, les épidémies de gastroentérite aiguë, on verra combien il faut de cas pour signaler. Les infections respiratoires aiguës, donc le docteur Windels vient de vous en parler. Donc ça inclut la grippe, le Covid-19 depuis juin de cette année, depuis mi-juin, depuis le 20 juin précisément. Vous avez d'ailleurs reçu un mail de la direction de l'offre médico-sociale, normalement le 26 juin, qui a été adressé à toutes les EMS pour signaler donc ce changement sur le portail et l'arrivée du Covid sur le portail à déclarer dans les fiches IRA. Ça peut concerner aussi des cas groupés de VRS qui peuvent se voir en collectivité, même chez les personnes âgées. La survenue d'épisodes de gale, on verra précisément dans quelles conditions on peut signaler. Les infections à Clostridium, on dit maintenant Clostridioides difficile, et les porteurs de BMR-BHRE également sous certaines conditions. Sans oublier, bien sûr, toutes les maladies à déclaration obligatoire. Vous avez le lien qui vous amène vers le site SPF et qui vous déroule la liste de toutes les maladies à déclaration obligatoire. Cependant, dans les EMS, c'est pas dans les EMS qu'en général le diagnostic de maladie à déclaration obligatoire est fait, c'est plutôt lorsque la personne est hospitalisée, mais bon, ça pourrait arriver. Et là, c'est également une autre manière de signaler. Alors, toujours dans la rubrique que signaler. Donc, je rentre dans le détail des pathologies à signaler. Donc, concernant les gastroentérites aiguës, les critères de signalement ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les IRA, sachant que pour les IRA, les critères de signalement ont été modifiés pour s'adapter au Covid. Donc, pour revenir sur les GEA, il faut au moins 5 résidents qui ont développé une GE en 4 jours. Et c'est là que votre grille, la grille qui vous a été présentée par le docteur Windels, recensant les cas, peut vous aider justement pour avoir une idée du nombre que vous avez et dans quelle temporalité. Alors, c'est soit ce critère-là, soit quel que soit le nombre de cas, si vous avez un cas qui est décédé, donc là on parle de gravité, ou si plusieurs résidents ont été transférés à l'hôpital en lien avec cette gastroentérite aiguë. Donc voilà pour les gastroentérites aiguës. Pour les infections respiratoires aiguës, je vais pas revenir dessus puisque ça vous a été bien détaillé par le docteur Windels. Alors, il faut savoir que donc ces deux types de pathologies sont à déclarer sur le portail et que les personnels, ça avait été également évoqué par le docteur Windels, ne doivent pas être pris en compte dans la comptabilité pour signaler ces deux types de pathologies. C'est uniquement les cas chez les résidents ou les usagers. Donc, par exemple, si vous avez aucun cas chez les résidents, mais 5 personnels qui ont une gastroentérite aiguë ou 3 personnels qui ont une IRA, c'est pas là qu'il faut nous déclarer les choses. Ou si vous avez par exemple, je sais pas, deux résidents et un personnel qui a une IRA, c'est pas non plus, ça correspond pas aux critères du signalement. Donc il faut bien que vous ayez, sauf cas grave ou décédé, bien sûr, un nombre de résidents requis selon la pathologie. Ensuite, concernant la gale, donc là, vous pouvez également déclarer par un autre biais, dont je vous parlerai après, les cas de gale médicalement confirmés. Bon, c'est vrai que les examens parasitologiques sont rarement faits, mais bon, en tout cas, il faut avoir un avis médical qui confirme la gale. Et là, il faut déclarer quand vous avez des cas groupés à partir de 2 cas.
Vous pouvez aussi éventuellement les déclarer pour des cas isolés, mais si vraiment vous êtes en difficulté et que vous ne savez pas comment gérer l'épisode. Ensuite, vous déclarez également par un autre biais les infections à Clostridioides difficile sévères. Donc sévères, ça veut dire les personnes qui sont hospitalisées à cause de ça, qui sont décédées, et tous les épisodes d'au moins 2 cas groupés d'infection à Clostridioides difficile. Pour ce qui est des BMR-BHRE, pour les BMR, c'est à déclarer à partir de 3 cas. Pour les BHRE, dès le premier cas, et vous pouvez déclarer également les décès associés à une infection à BHRE ou BMR. Sachant que, en général, en EMS, vous ne faites pas de dépistage, hein, ce n'est pas préconisé de faire des dépistages en EMS. Donc, c'est souvent une information que vous avez lors du retour d'hospitalisation d'un résident, par exemple. Alors, pour venir dans le détail de comment et à qui signaler, donc, comment signaler? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, pour les épidémies d'IRA et des GEA, vous devez passer par le portail. Il y a une instruction qui est parue le 30 septembre 2019, donc un peu avant l'arrivée du Covid, qui est toujours d'actualité, qui ciblait plus spécifiquement les EHPAD, mais ça concerne ce portail tous les EMS avec hébergement, comme indiqué par le docteur Windels. Je vous ai mis le lien dans le diaporama pour accéder au portail de signalement, diaporama qui, comme vous l'a indiqué le docteur Locher, vous sera transmis, bien sûr, après le webinaire sur le site du CEPIAS. Ensuite, vous avez un guide réflexe qui a été édité en même temps que l'instruction sur la prise en charge des cas groupés d'IRA et de GEA. Donc, pour les GEA, c'est toujours d'actualité. Par contre, les IRA, c'est plus tout à fait d'actualité depuis l'intégration du Covid dans le portail. Donc, pour les IRA, vous vous référez à ce que vous a indiqué le docteur Windels. Et vous avez également le lien pour accéder à ce document. Et enfin, vous avez le guide méthodologique de surveillance des épisodes d'IRA, donc qui date de juin 2023, donc lui qui cible notamment les déclarations d'IRA et qui vous a été expliqué par le docteur Windels. Vous avez également le lien qui est mis en dessous. Ensuite, donc, comment déclarer sur le portail? Donc, vous avez une déclaration qui s'effectue en 2 temps. Donc, le docteur Windels vous en a parlé déjà, hein, donc c'est un peu une redite, mais c'est vrai que vous avez eu des difficultés cet été pour signaler parce qu'il y avait, avec l'arrivée du Covid dans le portail, il y a eu quelques modifications de présentation pour accéder à l'onglet vous permettant de générer un volet 1 pour une IRA ou une GEA. En tout cas, donc, comme vous l'indiqué le docteur Windels, c'est bien dans la partie maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue que vous trouverez le volet 1 des IRA ou des GEA. Ensuite, une fois que l'épisode est clôturé, donc à savoir au bout 10 jours après le dernier cas pour les GEA et 14 jours après le dernier cas pour les IRA, vous retournez sur le site, toujours dans le même onglet, et vous cliquez sur le volet 2 de IRA ou GEA, sans oublier d'avoir votre numéro de déclaration pour retrouver votre déclaration et votre volet 1, pour générer le volet 2. Et ça, c'est important de ne pas oublier de clôturer l'épisode, parce que nous, au niveau de l'Agence régionale de santé, bon, déjà, du coup, on n'aura pas d'infos forcément sur le suivi, bien que je vous montrerai après comment on suit. Et surtout, on a également, nous, un logiciel de suivi qui est connecté au portail de signalement et qui fait le lien aussi avec Santé publique France et qui permet donc de recenser tous les cas et de faire aussi des statistiques une fois les cas terminés. Donc, c'est important de clôturer dans ces délais-là. Alors, là, le portail, donc ça concerne IRA, GEA. Par contre, pour ce qui est des signalements de GAL, d'infection à Clostridioides difficile et de BMR, BHRE, il ne faut pas passer par le portail. Il y a des fiches qui leur sont réservées. Je vous montrerai après comment y accéder. Et vous avez aussi
les maladies à déclaration obligatoire qui ont elles-mêmes leur propre fiche de déclaration, un CERFA, qui est accessible, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, sur le site de SPF, où vous pouvez aussi nous la demander si vous êtes en difficulté pour la retrouver. Donc, vous pouvez passer pour transmettre ces fiches ou pour nous poser des questions. Ça avait été également indiqué dans le chat par le docteur Locher, par la boîte du point focal régional de l'ARS, que vous voyez indiqué ici, ou également par fax. Vous avez donc les informations qui vous sont indiquées sur le diaporama. Voilà, l'ARS dans tout ça, que fait-elle? Eh bien, quand elle reçoit le volet 1 d'IRA ou de GEA qui arrive sur le portail, ou quand elle reçoit la fiche de signalement de GAL, d'ICD, de BMR, BHRE via le PFR, puisque cette fiche, vous allez pouvoir la transmettre sur la boîte mail du PFR ou par fax. Il y a dans le service des infirmières et infirmiers, puisqu'on a aussi un homme dans le service, majorité de femmes, mais quand même un homme, va prendre contact avec l'auteur du signalement, qui est indiqué donc sur le volet 1, pour faire le point sur la pathologie, l'épidémie en cours, et proposer une aide à la gestion si besoin. Sachant que pour les EMS qui dépendent d'un centre hospitalier ou qui bénéficient des services d'une équipe mobile d'hygiène, le service va informer l'EOH, donc l'équipe opérationnelle d'hygiène ou l'équipe mobile d'hygiène, qui s'occupe donc de l'établissement pour le risque infectieux. Et afin que l'une ou l'autre de ces équipes prennent le relais auprès de l'établissement pour suivre et aider à la gestion de l'épisode jusqu'à sa clôture. Pour ce qui est des autres établissements médico-sociaux qui ne seraient pas rattachés donc à un CH ou à une équipe mobile d'hygiène, donc pas rattachés à un CH, donc à une équipe opérationnelle d'hygiène ou à une équipe mobile d'hygiène, dans ce cas-là, le suivi est réalisé donc par l'infirmière ou l'infirmier du service qui avait pris contact au départ avec l'auteur du signalement, à raison d'une fois par semaine en moyenne, jusqu'à la clôture. Pour ce qui est des signalements de BMR, BHRE, le service de veille va transmettre la fiche de signalement au CEPIAS qui va prendre le relais auprès de vous pour cette gestion. Et si vous étiez en grande difficulté pour la gestion d'une autre pathologie qu'agroupée, et que ça nécessitait donc un point avec nos experts régionaux représentés par le CEPIAS, à ce moment-là, on peut également, avec votre accord bien sûr, prévenir le CEPIAS pour qu'il puisse vous contacter dans un second temps et vous aider à la gestion de l'épisode. Ensuite, à la réception du volet 2 ou du bilan de clôture, puisque pour les fiches de GAL et d'ICD notamment, il y a une fiche de clôture. Donc, on reçoit donc, au niveau du service ces documents qu'on enregistre pour pouvoir le clôturer. Donc, et ensuite, ça permet derrière d'avoir de manière annuelle ou au fil de l'eau, notamment pour les IRA, des éléments statistiques pour voir un petit peu comment ça se déroule dans la région. Pour ce qui est des maladies à déclaration obligatoire, qui nécessite toujours un minimum de toute façon d'investigation. Mais j'entends par là, quand je parle d'investigation sur mon diaporama, notamment la recherche de cas contacts avec, par exemple, la nécessité de mettre à ces cas contacts clairement définis une antibioprophylaxie par ifadine en cas d'infection invasive à méningocoque, par exemple. Eh bien, ces investigations sont toujours réalisées par le service de veille sanitaire de l'ARS. Mais bien évidemment, pour rechercher ces cas, on peut aussi demander votre appui pour récupérer, je ne sais pas, la liste des familles, la liste des résidents qui seraient concernés en tant que cas contact. Voilà ce que je voulais vous dire sur le rôle de l'ARS. Enfin, pour ce qui est du support de signalement, en dehors du portail pour les IRA et les GEA, vous avez donc pour les autres pathologies dont je vous ai parlé, donc GAL, ICD, BMR, BHRE, vous avez un classeur qui avant était
matérialisé, qui est maintenant dématérialisé, dans lequel vous avez les critères de signalement pour chacune de ces pathologies pour valider le signalement, avec une fiche de signalement qui va vous permettre d'envoyer votre signalement à l'ARS et des documents utiles à la gestion qui ont été revus d'ailleurs ces dernières semaines entre ARS, CEPIAS et SPF pour vous donner des documents mis à jour et qui sont partagés donc par les différentes institutions qui vous aident à la gestion. Sachant que pour les GEA et les IRA, vous avez en plus de ces de ces documents dont je viens de vous parler, un tableau de recensement des cas pour les résidents usagers malades et pour le personnel malade, dont vous a parlé d'ailleurs le docteur Windels, et une fiche d'autosurveillance, dont vous a parlé également le docteur Windels. Donc c'est valable IRA, comme elle vous en a parlé, mais également pour GEA. Et donc, tous ces outils d'aide à la gestion de signalement d'épisodes de ces différents cas, y compris GEA-IRA, donc GAL, ICD, BMR, BHRE, eh bien, vous les retrouvez aussi sur le site de l'ARS en cliquant sur le lien qui vous est présenté ci-dessous. Sachant que là, à maintenant, la mise à jour est effective pour les IRA. Vous retrouverez un classeur IRA+, plus IRA+, parce qu'il y a l'intégration du Covid. Et pour les autres pathologies, la mise à jour est en cours et devrait être prochainement mis sur le site. Donc, je pense que courant de la semaine prochaine, vous aurez l'information. J'adressais d'ailleurs par l'intermédiaire de la direction de l'offre médico-sociale un mail à tout le monde pour vous indiquer cette mise à jour et je vous remettrai dans ce mail le lien pour y accéder. Voilà, je crois que j'en ai fini sur ma présentation et je vous remercie de votre écoute. Merci Emmanuel. Oui, alors Rita, je suis d'accord avec toi. Donc la question que pose Rita, c'est pourquoi déclarer. Alors bien sûr, hein, normalement on l'a sur ICIN. Alors d'abord, c'est pas sûr qu'il ait été fait sur ICIN. Donc moi, je préfère l'avoir 2 fois que pas du tout, clairement. Ça nous évite après de découvrir des situations parfois. Et puis après, c'est pas forcément tout le monde n'a pas forcément comment dire, au même niveau d'information et d'accès à la documentation. Et donc pour moi, ça permet aussi nous de faire des rappels. Voilà, je sais qu'il y a des équipes qui n'ont pas besoin, hein, qui savent très bien gérer, mais d'autres moins. Donc voilà, sinon on est au courant, on va redonner quelques consignes, on va rappeler ce que c'est qu'une. Donc moi je préfère. Après, bien sûr, oui, s'il a déjà été signalé sur ICIN, en théorie, il n'y aurait pas besoin. Mais on ne connaît pas toujours les circuits des patients, hein, on ne sait pas s'ils sont sortis, s'ils sont partis en EHPAD, on n'est pas toujours au courant. Donc moi je préfère. Après, voilà, j'entends bien ce que tu dis, effectivement, s'il a déjà été signalé, pourquoi le signaler une deuxième fois? Bon, Oui, c'est sûr que c'est un souci, mais ça fait doublon. Après, honnêtement, on sait aussi que parfois le signalement en sanitaire n'est pas fait dans les temps. Si après c'est exactement le même établissement et que du coup tu sais que ça a déjà été fait parce que finalement enfin voilà, tu connais le collègue, etc. Bah oui, effectivement, je suis d'accord que. Mais nous, on n'est pas au courant de la circulation des patients, hein, clairement. Donc voilà, après, c'est pas une situation comme de toute façon, il n'y a pas de dépistage des contacts, etc. Enfin voilà, comme à partir du moment où ils arrivent en EHPAD, on est sur une gestion plutôt précaution standard un peu renforcée, on va pas faire de dépistage autour. Effectivement, ça va pas avoir des conséquences majeures, puisqu'il n'y a pas y avoir en théorie de gestion d'épidémie, puisqu'on ne mettra pas le doigt sur une épidémie, sur de la transmission croisée, puisqu'on ne dépiste pas. On va plutôt, mais nous, ça nous permet vraiment de faire des rappels sur le renforcement des précautions standards, justement. Enfin, voilà, c'est juste ça. Mais si l'établissement est à l'aise avec son cas de BHRE et s'en s'occupe très bien et que ça a déjà été signalé, effectivement, je suis d'accord que c'est peut-être pas la peine de faire doublon, ça vous fait du travail. Donc, ça peut être entendable. Moi, je voulais vraiment vous faire quelque chose de donc après. Voilà, vous avez vraiment le circuit, les rappels sur les outils, etc. Avec toutes les adresses mail. Alors, vous aurez les présentations, donc vous aurez tous les liens. Si jamais vous ne retrouvez pas, n'hésitez pas à contacter chaque interlocuteur. oui. Voilà, si vous avez besoin, enfin voilà, si vous vous souvenez plus, que vous n'avez plus le numéro sous la main, vraiment n'hésitez pas à nous. Enfin, moi, je connais les numéros. On est vraiment en lien avec les collègues de l'ARS et d'ASP France, donc. On communique volontiers, comme disait le docteur Serre, et on a vraiment fait un gros effort, et je trouve que c'est vraiment d'harmonisation, de se mettre d'accord sur quels outils on vous propose aussi, et je trouve que c'est vraiment, du coup, normalement, et on va continuer à essayer de le mettre à jour au fil de l'eau, donc vous retrouvez des outils à la fois sur le classeur de l'ARS, qui sont les mêmes, en grande partie, que ceux que je vais vous proposer,
Après, nous, on a peut-être un peu plus d'outils de communication, etc. Mais voilà, on est vraiment en lien. Donc, si vous manque une info, bah, contactez l'un ou l'autre, l'une ou l'autre d'entre nous, et vous aurez ce qu'il vous faut. Moi, je vais vous partager donc plutôt des Gwenaëlle, outils. Oui, excuse-moi, je voulais effectivement. juste rajouter quelque chose concernant la vaccination, puisque là, donc, le Covid qui reprend, il y a une avancée de la campagne de vaccination, je pense que vous êtes au courant. Mais si jamais vous ne l'étiez pas, n'hésitez pas à me solliciter via l'adresse mail de l'ARS pour que je vous envoie le mail qui a été adressé par la direction de l'offre médico-sociale à tous les EMS sur la campagne de vaccination Covid qui a été avancée, qui au départ, il était prévu qu'elle soit faite en même temps que la grippe. La grippe, c'est pas avancé, hein, ça reste à mi-octobre. Mais par contre, vous pouvez avancer la vaccination contre le Covid. Enfin, là, l'ouverture du portail pour cette semaine, là, c'était en début de semaine. Donc, je ne sais plus si c'est ouvert la semaine prochaine. Mais enfin, c'est possible de démarrer 15 jours avant, sachant que vous aurez les nouveaux vaccins de Pfizer adaptés aux variants. Le BIBX, j'ai plus en tête le nom complet, donc qui seront efficaces sur nos variants et qui seront disponibles normalement début octobre. Voilà, 2 je voulais juste octobre, vous si donner je cette dis... précision. Ouais, 2 octobre, si je dis pas de bêtises. Et puis, je vais reparler un tout petit peu de vaccination dans mon diaporama, mais j'étais plus sur grippe, mais effectivement, oui, tu as raison de le souligner. Alors, je vais... Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Oui, tu peux le mettre en diaporama peut-être? Ouais, je vais le mettre en diaporama. Est-ce que ça marche toujours? Oui, nickel. Merci. Ok. Donc moi, je voulais vraiment faire plus un focus outils. Alors, sachant que j'ai pas du tout été exhaustif, parce que je ne vais pas vous faire un catalogue non plus, mais pour vous rappeler que des outils, alors il y en a certains effectivement qui sont dans le classeur de l'ARS, nous on en a plus, parce que voilà, puis on a plus de possibilités d'être au courant au fur et à mesure de ce qui se fait dans les CEPIAS, dans les autres CEPIAS, au niveau des missions nationales, hein, parce que vous savez peut-être ou pas, mais il y a des missions nationales au sein de certains CEPIAS qui travaillent. Il y en a une, la mission Primo, qui travaille pour le médico-social. Donc nous, on va les transmettre à nos collègues, mais c'est vrai qu'on est plus à l'affût, on va dire, et donc n'hésitez pas à nous recontacter, nous, directement aussi. Pas forcément quand vous avez des clusters, mais plutôt avant, si vous avez besoin d'affiches, voilà, n'hésitez pas. Donc nous, le CEPIAS, par rapport donc, à mes deux collègues, donc ARS et SP France, on est vraiment le support, l'appui qui va vous permettre d'avoir des outils pédagogiques, vous accompagner. Alors effectivement, si vous signalez, ça va passer d'abord par l'ARS qui ensuite va se retourner vers nous si besoin. Donc ce n'est pas forcément systématique. Et vous pouvez aussi nous contacter hors cluster d'ailleurs, évidemment, et même pendant le cluster, si vous avez besoin encore qu'on vous redonne des mesures, on est là pour ça. Donc moi, je fais un focus plus IRA parce que je pense que ça va être bientôt l'urgence quand même. Enfin, ça va être le truc qui est en train de... Voilà, vous avez entendu parler du Covid qui augmente et la grippe était en avance dans l'hémisphère sud. Donc je pense qu'on a vraiment... il faut vraiment qu'on soit prêts, tous, collectivement, pour ça. Donc mieux vaut prévenir que guérir, effectivement. La grippe est certainement en embuscade, en tout cas, il n'y a aucune raison qu'on y échappe, et le Covid monte, on a des clusters de ci, de là, il y a beaucoup, ça circule certainement fort en communauté, enfin à l'extérieur, et vous savez probablement que peu de gens se dépistent encore, ce qui fait que de toute façon, les chiffres qu'on a sont... les chiffres, en tout cas Covid, sont vraiment sous-estimés. Donc voilà, il faut quand même vraiment qu'on soit vigilant. Donc vous, dans vos structures, faut quand même, il aurait fallu même le faire avant, mais vérifier quand même que vous avez une procédure de gestion voilà, d'épidémie, quelle qu'elle soit, mais qu'elle est à peu près prête. Et il y a donc une checklist qui s'appelle Checkira, qui a été faite par un groupe de travail. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble après. Je vous ai mis le lien, qui vous permet vraiment, en fait, c'est pas une checklist de gestion, c'est une checklist de préparation, qui vous permet de vérifier que vous avez tout ce qu'il vous faut. Est-ce que j'ai assez de masques? Est-ce que j'ai le bon produit détergent désinfectant? Est-ce que, bah voilà, ça je vais pas vous la présenter en entier, mais ça vous permet vraiment de faire de checker, de vérifier que vous avez bien tout ce qu'il vous faut en interne avant que ça démarre. Port de masque, honnêtement, soyez très
proactif, si je peux dire. Donc, c'est le moment de rappeler à tout le monde que si j'ai le moindre symptôme, même de petits rhumes, etc. Alors d'ailleurs, des petits rhumes qui sont en réalité du Covid, hein, donc voilà. Donc portez des masques si vous avez le moindre symptôme. Et puis si vous sentez qu'il y a quelque chose qui démarre dans une structure, bah, vous pouvez même aller un petit peu plus loin, redire bah, maintenant tout le monde remet des masques, ou tous les professionnels, et puis même tout le monde, tout le monde. Mais ça, c'est des décisions évidemment qui vont être prises par l'équipe de coordination et en particulier le directeur qui va devoir trancher. Mais on a eu l'exemple là, d'une structure où ils ont sauté sur le premier cas, ils ont tous remis les masques et en fait ça s'est arrêté. Ça a freiné vraiment d'emblée le cluster, donc ça marche. Donc n'hésitez pas à vous servir des masques, ça marche sur tous les virus. L'hygiène des mains par friction hydroalcoolique, ça marche aussi sur tous les virus. Bah, c'est évidemment, soyez prêts pour vos campagnes de vaccination. Alors, on y est même presque, hein, puisque 2 octobre pour le Covid, 17 octobre pour la grippe. Refaites de la formation, de l'information, en tout cas de la sensibilisation des professionnels et de la communication auprès des familles, hein. Vous pouvez déjà commencer à en parler. C'est pas trop tôt et c'est pas encore trop tard, mais je pense qu'il faut y aller. Donc ça, c'est la fameuse Shakira. Je vous en montre juste comment elle se présente. Il y a le lien en haut. Donc voilà, après, vous avez plus qu'à, bah, ça se présente comme ça. Il faut cliquer à quel type d'établissement vous appartenez. Et ensuite, est-ce que vous voulez évaluer votre préparation ou évaluer la mise en œuvre? Donc là, ce serait plutôt évaluer votre préparation. Vous cliquez et après, ça va vous donner tout ce que vous devez passer en revue pour être sûr que vous êtes bien armé pour l'entrée dans la période automne-hiver. Là, je vous ai mis une affiche, elle n'est pas toute récente. Ça, c'est une affiche vous pouvez mettre à l'entrée. Il y en a d'autres, hein, je vous ai pas fait une liste exhaustive qui rappelle un peu, voilà, attention, soyons vigilants. Et là, on va rentrer en période de circulation virale de toute façon, hein, que ce soit grippe, Covid, VRS et tous les autres, parce qu'en fait, les virus par influence, qui ressemblent à la grippe, les syndromes pseudo-grippaux, les rhumes, tout. C'est vraiment, on va rentrer dans cette période-là. Vous avez vu qu'il fait beaucoup plus froid. On va tous rentrer dans nos maisons, on va tous se refiler des trucs. Donc voilà, c'est vraiment le moment de se préparer. Ça, il y a aussi cette boîte à outils-là qui peut vous servir même toute l'année, hein, qui est une boîte à outils du réseau des CEPIAS, le REPIAS, une boîte à outils prévention des infections respiratoires. Ça, vous pouvez vous en servir tout au long de l'année. Il y a de la formation, il y a Shakira qui est dedans, il y a un quiz aussi sur les infections respiratoires, il y a plein d'outils. C'est mis à disposition, vous en servez quand et comme vous voulez. Et vraiment, ça peut vous permettre voilà, je vais dire d'acculturer. Bon, normalement, on devrait déjà être acculturés tous, mais voilà, il faut faire des rappels régulièrement, on le sait bien. Et vous avez plein d'outils pour ça, donc n'hésitez pas alors à y aller. Puis si vous ne vous souvenez plus, pareil, vous nous recontactez, on vous redonnera ce qu'il faut. Alors, une fois que l'épidémie est là, il y a une autre checklist qui est plus une checklist de gestion, qui s'appelle EPI2SMS. Et ça, c'était EPIDEPAD au début, et puis ils ont élargi, c'est pour tout le monde, enfin tout le médico-social. Voilà, il y a une version papier, et puis il y a aussi une version en ligne. Du coup, ça dépend un petit peu de votre niveau d'informatisation, mais la version en ligne, vous cochez directement sur votre ordinateur, et puis ça va vous donner un peu votre niveau enfin, ça va vous permettre de gérer au fil de l'eau. N'oubliez pas que ce qui marchait déjà pendant le Covid, et de tout temps avec la grippe, ça marche, hein, donc il ne faut pas hésiter à essayer de limiter un petit peu les interactions sans non plus complètement entraver, on est bien d'accord, la liberté d'aller et venir de vos résidents, mais évidemment que ces épidémies circulent vraiment par interaction sociale. Donc communiquer, expliquer. Si les visiteurs, les extérieurs, les familles ont des symptômes, il faut quand même vraiment leur rappeler qu'il vaut mieux décaler leur visite. Ce n'est pas la peine d'amener les virus dans la structure. Donc voilà, vaut mieux ne pas venir voir son papa, sa maman, ses parents, ses grands-parents si on a des symptômes. Vaut mieux décaler un peu. Et en tout cas, s'ils viennent, qu'ils portent un masque, qu'ils se font des frictions, etc. Et honnêtement, il vaudrait mieux qu'ils ne viennent pas. Et après, bien sûr que si vraiment il y a une grosse épidémie, il appartient à l'équipe de coordination de décider des mesures peut-être un petit peu plus contraignantes. Plus tôt vous les prendrez, je sais qu'en post-pandémie, c'est compliqué, mais plus tôt vous les prendrez, et plus tôt vous pourrez les lever. Ça, c'est vraiment, c'est sûr. C'est-à-dire que si vous généralisez le port de masque très tôt, ça va un peu râler, mais vous pourrez l'enlever plus vite parce que vous aurez moins de cas. Et c'est pareil pour la limitation des visites. Et par exemple, annuler un événement festif, c'est vrai que si vous avez prévu une fête, enfin quelque chose, un événement dans la structure, si vous êtes en plein cluster, personnellement, ça me semble
évident qu'il faut l'annuler. Mais je comprends que c'est pas facile, mais vraiment, parce que sinon, il va y avoir plein de petits cas autour, c'est sûr. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri que dans tous ces cas, d'abord, ça va mettre le bazar dans votre structure parce que tout le monde va l'attraper, hein. Il va y avoir les professionnels, les visiteurs, les résidents, tout le monde. Et donc, ça va bien, bien agir sur votre, enfin, sur votre, toute l'activité va être bousculée. Et puis, vous n'êtes quand même pas à l'abri qu'il y ait un cas grave. Et il ne faut quand même pas oublier, aujourd'hui, effectivement, hein, il y a une vraie décorrélation, et heureusement, entre les cas de Covid et les morts de Covid, grâce à la vaccination. Et ça, il faut vraiment le rappeler. Mais de temps en temps, quand même, on a des décès. Donc voilà, il y a quand même une part de ces décès qui sont évitables. Donc je pense que vraiment, faut pas baisser la garde. On sera tout le temps, on ne peut plus revenir. Enfin, voilà, il y a eu la pandémie, c'était compliqué, mais en fait, ça sera tous les hivers pareil. Et donc, il faut vraiment être réactif. Le point de vigilance, en particulier pour les professionnels, vous le savez bien, c'est quand les masques vont être retirés. Dans les soins, etc., ils vont être portés, mais il y a toujours des moments de pause. Il y a le vestiaire. Ben, voilà, rappelez, je suis symptomatique, je mets un masque, mais j'évite de manger avec mes collègues et je fais vraiment attention aux autres, parce que là encore, on peut avoir aussi dans le personnel des gens fragiles, même vaccinés, qui ne sont pas à l'abri de faire une forme un peu plus sévère d'une infection respiratoire aiguë, et en particulier de Covid. Donc voilà, rappel à la responsabilité collective et individuelle, ça me semble vraiment extrêmement important à la veille de ces... Enfin, voilà, à l'entrée dans cette période qui est toujours un petit peu compliquée sur le plan infection. Bah, ça, c'est à ça que je vous ai juste mis une copie d'écran, hein. C'est à ça que ressemble la checklist, gestion d'une épidémie en ESMS, qui peut vous permettre de vraiment de gérer du coup l'épidémie elle-même. Et puis enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide, on l'a dit et redit, hein, mais vraiment, on est tous, Agence régionale de santé, SP France, qui est plus sur l'épidémio, mais qui est là aussi et on travaille ensemble, et nous-mêmes au CEPIAS, on est vraiment là pour vous accompagner. Donc, je vous ai remis ce lien que vous avez déjà eu tout à l'heure par le docteur Serre, hein, qui est le kit, enfin la page gestion d'un conduite à tenir devant un phénomène infectieux, où vous avez plein d'outils. Nous, on est joignable par téléphone, par mail, aux horaires de bureau, hein, du lundi au vendredi, 9h-17h. Et puis, voilà, il y a tout le temps quelqu'un à ces heures-là. Et puis, c'est vrai que je ne l'ai pas dit et qu'on n'a pas encore diffusé. Je ne sais pas si c'était diffusé. Emmanuel, tu pourras peut-être répondre à la question, mais les outils grippe ont été mis à jour, vaccination antigrippale, les outils de l'ARS, et donc ils sont disponibles sur la page comme d'habitude, et je pense qu'ils ont été envoyés, mais ça, peut-être que Dr Serre pourra préciser les choses. Et puis voilà, moi, c'est ça, hein, c'est voilà, listez vos forces et vos faiblesses, communiquez, portez des masques, désinfectez-vous les mains et vaccinez-vous et vaccinez vos résidents. Et j'en ai terminé. Alors, pour répondre à ta question, Gwenaëlle, sur la vaccination grippe, il faut que j'interroge la direction qui s'en occupe. La DPPS. Ouais. En tout cas, ouais, moi j'ai pas su que c'était mis à jour. En fait, je m'en suis rendu compte tout à fait par hasard. Parce que je sais plus, on a parlé des affiches, je suis allée voir et puis j'ai dit, ah bah tiens, ils ont changé. Le slogan est plus exactement le même. Je sais plus, le slogan a légèrement changé. Mais en tout cas, je crois qu'ils n'ont pas tout mis à jour, mais en tout cas, il y a une mise à jour récente. Enfin, le site a été mis à jour, mais tous les outils n'ont pas forcément été. Ça a été mis à jour le 5 septembre. Et je crois, il y a un mémo référent vaccination, l'argumentaire a été révisé, et sinon, je crois que les affiches sont les mêmes, hein, par contre, en revanche. Ou en tout cas, ici, on se protège et on protège les autres, mais les petits personnages sont toujours les mêmes, il doit toujours y avoir le totem, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à... Tu peux mettre le lien dans le chat, Oui, je peux Gwenaëlle? mettre le lien, tout à fait. Hop, donc je vous mets le lien de la page de l'ARS où vous avez. Donc il faut dérouler, hein, parce que les outils sont en bas, comme souvent sur le site de l'ARS d'ailleurs. Il faut aller tout en bas pour avoir les PDF, etc. Mais vous avez plein de choses. Gwenaëlle, il y avait une question qui était posée sur des affiches pour les familles lors de ta présentation. Ouais, alors c'est une excellente question. L'affiche du CEPIAS Occitanie, elle est quand même un peu générale pour mettre à l'entrée d'établissement. Et sinon, il y avait un flyer, bon, qui est un tout petit peu ancien, mais pour moi, il est toujours valable, qui est de 2017 du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine.
qui est vraiment ciblé visiteur. Je vais vous mettre le lien si je le retrouve là tout de suite, sinon je vous l'enverrai. Qui est, en gros, venez pas avec vos virus. Enfin voilà, protégez vos proches, ne venez pas avec vos virus. Un discours un peu comme ça. Je sais pas si tu as ça sous le. Je vois que Sylvie Marchand est dans la salle. Si jamais tu as ça sous la main, bah tu veux bien. Sinon, je le chercherai, je vous le renverrai. Je vous le renverrai. Hop. Et à part ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses vraiment ciblées, ciblées vraiment visiteurs, enfin famille. C'est le plus ciblé famille à ma connaissance. Mais de toute façon, s'il y a des choses nouvelles qui sortent, parce que vous savez, la mission Primo dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours active. Hein, elle a été relancée d'ailleurs pour 5 ans. Et du coup, il y aura peut-être des nouvelles choses qui vont être mises en ligne au fur et à mesure. Donc, on communique. Pour ceux qui n'auraient pas, nous, on diffuse tous les mois une espèce de newsletter dans laquelle on met de l'information récente. Donc, si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on vous rajoutera dans notre liste de diffusion. Voilà, si jamais vous ne recevez pas ces documents. Je vous la cherche, je coupe mon micro et puis je vous la mets dans le chat si je la retrouve. Ouais. Gwenaëlle, je fais partie de ceux qui ne reçoivent pas la newsletter. Ouais, je peux te la rerouter après. Ouais, bien sûr. Je veux bien. Sinon, voilà, à ma connaissance, vraiment famille, je vois, j'ai pas en tête, j'ai pas. Après, chaque CEPIAS en fait a fait plein de choses au fil du Covid, mais qui était vraiment axé Covid. Alors que là, je pense qu'il faut sortir un peu de la focalisation Covid. C'est tout virus en fait, toute infection égale même infection-réaction, si je peux dire. Mais en tout cas, en fait, les mesures sont exactement les mêmes, marchent pareil, quoi. Les masques, l'hygiène des mains et la protection du plus fragile et du plus. Et si j'ai des symptômes, je me mets un peu en retrait. Voilà, c'est des réflexes qu'il faut qu'on garde ou qu'on acquiert si on les a pas. Mais vraiment, faut jouer collectif effectivement là-dessus parce que. On est en attente aussi d'un texte du Haut Conseil, il me semble, sur la triple épidémie, mais je ne crois pas qu'encore il soit sorti un avis plus général. Peut-être qu'il y aura des outils aussi, je ne sais pas. Il y avait d'autres questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu. Je vois, si épidémie, on regarde. Alors, attendez. Il faut remonter à 10h39, la dernière. Moi, j'en ai un à 11h02 aussi. Attends, 10h30. Ouais, et tout le long, après, il y a des nouvelles questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, bonjour, 2 cas groupés sur le même lieu de vie ou sur l'établissement. Je ne comprends pas trop les questions. Je pense que c'est le signalement via... Est-ce qu'on doit on doit faire 2 signalements différents si c'est un même lieu de vie ou si on fait qu'un seul signalement sur l'établissement? Je ne sais pas si c'est... En fait, si les cas sont à l'évidence liés parce qu'ils habitent au même endroit, en fait, si c'est est-ce qu'il y a un lien entre les 2 cas ou pas? Si les gens ont mangé si les gens ont une vie commune, c'est sûr que les cas sont liés. Enfin, a priori, pas forcément en fait. Hein. Il pourrait y avoir 2 cas indépendants qui auraient été transmis par les familles, par exemple, évidemment. Mais en fait, si vous avez 3 cas dans la structure, sauf si c'est des bâtiments séparés, mais pour moi, 3 cas dans le même bâtiment ou dans le même étage, c'est une épidémie jusqu'à preuve du contraire. De toute façon, mon discours en général, c'est qu'il vaut mieux signaler tôt que tard. Il vaut mieux signaler alors que finalement, c'est pas vraiment relié. De toute façon, s'ils sont pas liés, ils le seront. Enfin, ils vont se relier les uns aux autres. Après, ça peut rentrer par la porte, par la fenêtre, par les visiteurs, par les extérieurs, par les soignants. Tout le monde peut ramener les IRAD dans la structure. Donc, si vous avez 3 cas, c'est signalement. Et même si vous avez 2 cas et que vous commencez à vous inquiéter, vous pouvez nous appeler. Enfin, si vous commencez à vous dire, oula, il se passe quelque chose. Comme a dit Dr Windel tout à l'heure, quand elle a montré la courbe épidémique, elle l'a redit, c'est pas pour vous embêter, c'est plus vite vous serez réactif, plus vite vous freinerez le phénomène. Vous verrez, si vous allez voir sur les checklists là, que j'ai proposées, ils disent les mesures dans les 24 premières heures. 24 premières heures, vous savez très bien, vous allez avoir 1 cas, 2 cas, 10 cas, 20 cas, et au bout de 3 jours, vous allez avoir toute la structure, dont la moitié du personnel. Voilà. Plus vite on réagit, plus vite on freine. Ça, c'est indéniable. Rappelez-vous,
c'est quoi une exponentielle en fait? Voilà, voilà, c'est une augmentation exponentielle. Donc ça va monter, ça va pas monter comme ça va monter comme ça, verticalement. Je sais pas s'il y a je sais qu'il y a d'autres questions. Est-ce que du coup, pas qu'on en perde en route? Oui, la Ouais, ai-je vaccination, mais bien je viens d'y compris, belle-mère répondre. Bachir? Tu as répondu sur la vaccination? Bah, La c'est ça, c'est vaccination, on toujours demande si 6 les 2 mois après vaccins grippe et infection. Covid Ouais. peuvent toujours être faits en même temps. Donc j'ai répondu oui, ça peut être fait en même temps, tout à fait. Mais sur 2 bras, il ne faut pas le faire sur le même bras. Mais ça peut être fait en même temps. Mais comme on préconise d'avancer la vaccination contre le Covid, il y aura peut-être des décalages. Et voilà, tout dépend si vous voulez rentrer dans cette proposition d'avancer votre campagne de vaccination Covid, auquel cas, du coup, vous ne pourrez pas coupler. Mais effectivement, la Haute Autorité de Santé a bien redit récemment encore qu'on pouvait tout à fait coupler les 2 vaccinations, puisque c'est les mêmes risques, en gros, c'est les mêmes personnes à risque, c'est les mêmes lieux d'épidémie. Donc voilà, bien sûr, on peut coupler. Mais du coup, la proposition du ministère d'avancer la campagne Covid fait que ça va découpler dans un certain nombre d'endroits, par contre, effectivement. Et il y a une question sur pour les cas Covid, il n'y a plus de PCC associés au PCG, point d'interrogation. Alors, officiellement ou pas officiellement? Officiellement, il y a toujours. Donc nous, du coup, on relaie l'officiel, donc c'est toujours PCC, PCG, mais oui, vous entendrez sûrement à droite, à gauche, il y a des établissements de santé qui ont levé les précautions complémentaires contact, parce que probablement quand même que la transmission est moindre que par ce biais-là que par contact, que par gouttelette. Cela dit, moi j'ai tendance à penser que mettre des précautions complémentaires d'une façon générale va permettre de rappeler quand même les bonnes mesures. Donc je suis un peu partagé. Mais le plus important, c'est le port de masque en fait, hein. C'est ça, Mmh. enfin, c'est vraiment ça quand même le mode principal de transmission, c'est quand même les gouttelettes, hein. Et puis un peu d'aérosol aussi, hein. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres, hein. Je ne l'ai pas mis dans mon diaporama, mais et en plus là, comme il va faire froid, on va avoir tendance à moins les ouvrir. Et en fait, ça marche très très bien aussi, ça, pour diluer les aérosols de virus, quels qu'ils soient, hein. Alors, il y avait une question de la Moins, hein, à garder en Oui. chambre. Ah oui, parce que les Alors, contradictions. oui, on sait qu'il y a des contradictions. Ici. Une des premières choses qui m'a gênée quand j'ai regardé le texte du ministère, c'est que c'est marqué isolement et que moi, j'arrête pas de répéter à l'envi qu'on arrête de parler d'isolement parce que je trouve ça stigmatisant et pas adapté. Je ne veux plus non plus parler de confinement. On maintient en chambre et je pense qu'il faut maintenir en chambre tant que, si possible, évidemment. Un résident déambulant, c'est un résident déambulant, c'est tout. Vous n'allez pas l'enfermer. Donc, si possible, tous les gens qui ne déambulent pas habituellement, qui restent en chambre tant qu'ils ne sont pas bien, de toute façon, tant qu'ils ne sont pas bien, ben, ça va pas être plus facile. Tant qu'ils sont symptomatiques, donc, si vous voulez les garder en chambre une semaine, c'est bien. Que ce soit grippe, Covid, etc., ça va éviter quand même que ça se dissémine partout. Après, bah, le résident déambulant, du coup, c'est les autres qui vont augmenter leur niveau de protection. Donc, il faut que tout le monde remette des masques. Tout le monde, tous ceux qui peuvent. On ne peut pas faire de miracle, hein. C'est un déambulant qui est une IRA, il va forcément en disséminer. Ça, on est bien d'accord. Là, on est à la limite de l'exercice, hein. Alors, j'ai remis le lien des recommandations qui, à ma connaissance, sont celles qui sont toujours d'actualité. Donc, sur la recommandation en EMS du 17 mars 2023, Gwenaëlle, Karine, est-ce que vous pouvez essayer d'ouvrir le lien parce que quelqu'un T'as n'arrive dit pas qu'il à marchait pas? l'ouvrir? Moi, ça marche. Donc, est-ce que vous arrivez à l'ouvrir? Si, Parce qu'à c'est mon le niveau, ça marche. santé.gouv.fr. C'est le réponse de 11h04. Ouais, si, moi je l'ouvre. Bon, après, si, on pourra vous les renvoyer. S'il y en a qui trouvent pas, on Marche peut les aussi, ouais. renvoyer par mail, hein. Mm. Alors attendez, qu'on n'en perde pas en route, les Ouais, alors moi, je recommandations. vérifie, hein. J'ai Pour les... envoyé, parce qu'il était posé la question de où se procurent les vaccins, donc j'ai renvoyé le lien pour accéder sur le site SPF à la commande de vaccins en précisant qu'il fallait qu'ils passent par leur pharmacie. Et puis, ça, on vient d'y répondre. Les 2 vaccins, donc ça, on en a parlé ici, on peut les faire en Si même temps. PCR+, sans aucune clinique, vaccination à plus de 6 mois quand même. Oui, Alors, en fait, en principe, s'il n'y a pas de clinique, il faudrait peut-être pas faire de PCR. Déjà. oui, Alors en fait, voilà, effectivement. en fait, alors au sein des clusters, moi j'ai toujours pas de réponse claire. C'est au sein des clusters, on dépiste combien de personnes et qui. J'ai des réponses contradictoires. Enfin, tout le monde dit pas la même chose. Mais en tout cas, la recommandation en dehors d'une épidémie déclarée, globalement, il faut plutôt faire des PCR aux gens symptomatiques
et aux gens vraiment contact. Alors, vous me direz qu'en EHPAD, tout le monde évite contact, hein, c'est toujours la limite de la recommandation. Alors, si j'ai une PCR positive récente et vraiment positive, hein, avec un CT, Ah oui. ben, normalement, non, il faudrait peut-être attendre pour vacciner, parce pas qu'on peut considérer vacciner. que c'est un, Oui. on peut considérer que c'est un Covid, en fait. Ça Mais peut il être un faut Covid vérifier la asymptomatique, hein. valeur de cette PCR, quoi. Est-ce que vraiment le Mm. CT, enfin, voilà, est-ce que c'est pas une espèce de Mm. petit reste d'ARN qui a été déclaré positif alors qu'en fait. Mais en théorie, effectivement, si vous avez un Covid positif, que ce soit symptomatique ou pas, bah, du coup, ça décale votre vaccination de 6 mois. Avant, c'était 3 mois pour, les personnes, notamment les personnes âgées, les personnes à risque, mais pour, décomplexifier, parce qu'à un moment, c'était quand même compliqué, hein, la vaccination, avec les rappels et cetera. Eh bien, tout le monde est aligné à 6 mois, sachant qu'on prend plus en compte non plus, la notion de primo-vaccination pour, les personnes de plus de 4 ans, à partir de 4 ans, enfin après 4 ans. Et ça, c'est indiqué dans un DGS, le dernier DGS sur la vaccination, qui indique de vacciner, de manière, plus précocement contre le Covid, avec l'arrivée du nouveau variant. Alors, Caroline, c'est une excellente question à laquelle il n'est pas facile de répondre. En fait, la durée, quand nous, on s'appuie sur la SF2H qui donne les durées, tu sais bien, 10 jours, 14 jours, 24 jours, je vous apprends rien. Seulement, moi, ce que j'arrête pas de me poser comme question et j'ai toujours pas trouvé la réponse, c'est quoi appliquer les PCC, PCG en EHPAD, en EMS? Et donc là, en fait, tous les CEPIAS ne se positionnent pas exactement de la même façon. Donc, il va falloir que nous, on se positionne en tant que CEPIAS Hauts-de-France. Il faut que je fasse la synthèse de ce qui s'est dit ailleurs, hein, chez mes différents collègues. En fait, il y en a pas mal qui parlent même pas de durée de PCC, PCG en EMS, qui disent simplement, voilà, en fait, pour le résident, en tout cas, c'est plutôt on le maintient en chambre tant qu'il est symptomatique, autant que possible. Et effectivement, port de masque, pour les professionnels, oui, est-ce que c'est 7 jours? Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est 14 jours? Nous, on va continuer à plutôt relayer les données de la SF2H, mais il y a vraiment des CEPIAS qui se positionnent un peu différemment, qui sont sur, finalement, on est aux alentours de 7 jours, puisque finalement, c'est aussi ce qu'on recommande aux professionnels. Donc, il y a des choses qui ne sont pas très, très claires quand on regarde les différentes recommandations, et j'avoue que moi, pour l'instant, j'ai du mal à faire la synthèse pour le médico-social. En sanitaire, c'est un peu plus facile, sachant qu'il y a quand même déjà des équipes d'hygiène qui commencent à se détacher des recours SF2H et à dire, nous, on met 7 jours pour le Covid, hein. Donc, en fait, ils s'alignent sur la grippe. Voilà, après, nous, on ne pourra jamais vous dire en sanitaire autre chose que les recos de la SF2H. En EHPAD, je trouve que le problème est un peu plus compliqué parce qu'il y a le problème du maintien en chambre, de l'impossibilité de faire appliquer le port de masque par les résidents qui rend les choses vraiment compliquées, puisque normalement, PCG, tu sors, tu portes un masque. Bah oui, mais ça, on sait très bien que c'est vraiment une vue de l'esprit quand même, globalement, en médico-social. Donc nous, moi, je suis pas très à l'aise avec ce sujet-là, donc je n'ai pas vraiment de réponse à ta question, Caroline, je suis désolée. Et en tout cas, sache qu'effectivement, il y a des EOH qui commencent en fait à se détacher des recours SF2H. Et ça, nous, on peut pas. Moi, je peux pas vous dire ça, quoi. Je peux pas, moi, en tant que CPA, je peux pas dire ah bah non, recours SF2H, je m'en détache. Mais on va se positionner en tout cas, nous, à l'échelle régionale, pour le médico-social. On va essayer de vous faire un document un peu clair parce que effectivement, je comprends que c'est pas très simple. Il y Si a une symptomatique question ouais. Si symptomatique et Oui. PCR négatif, vaccination. Ah Moi, je dirais non, parce ah que la personne est symptomatique. Quel que soit le type de vaccination, si la personne a des symptômes, on évite de Non, vacciner ouais, on pendant, évite le une vaccin tant que les période gens. d'infection, hein, Ouais, on quelle vaccine qu'elle soit. pas si les gens sont en plein, parce que de toute façon, s'ils sont pas le Covid, d'abord votre PCR elle peut être négative alors qu'en fait, enfin, faussement négative, Oui, c'est rare mais ça ouais, existe. tout à Et puis fait. de toute façon, s'ils sont grippés, c'est quand même pas le moment de leur balancer. Mais grippés au sens large, hein, enfin pseudo-grippés, c'est pas le moment de faire un vaccin, ça secoue quand même déjà un peu. Donc non, faut attendre qu'ils soient guéris. Je pense que c'est plus raisonnable. Voilà. Je crois même que Il c'est y ce a que aussi c'est recommandé. Moi, je ne suis pas une spécialiste en vaccinologie, mais je pense que c'est ce qui est recommandé d'une façon ah générale. oui, 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 c'est recommandé, oui, de Les façon cas générale. perso Covid survenus quelques jours avant le premier cas résident ne sont pas comptabilisés. Alors, on compte à part, en fait. C'est-à-dire que
Enfin, pour moi, hein, vous allez me confier. Enfin, les cas, l'épidémie, c'est surtout les cas résidents, mais on compte aussi les cas personnels, c'est ça? Oui, oui. Alors du coup, vous déclarez dès l'instant où vous avez au moins 3 cas là pour l'IRA, donc IRA Covid ou IRA grippe ou IRA de VRS. Et effectivement, si en déclarant vos 3 cas, ben, vous aviez déjà des cas personnels qui précédaient l'arrivée des 3 cas, mais dans un temps qui permet d'imaginer que ça fait partie du cluster, vous pouvez, Karine, tu donneras ton avis là-dessus, vous pouvez le signaler, bien sûr. Probablement la même épidémie. Après, on peut jamais être sûr à 100%, Voilà. mais c'est sûr que si. Karine, Et en plus, ce qu'on a comme information quand même pas mal en ce moment, c'est que ça rentre par comme ça. Ça. De toute façon, ça rentre toujours de oui. l'extérieur. Enfin, c'est pas le résident, sauf s'il est allé chez lui, mais c'est pas le résident tout seul le Covid, il vient pas de l'intérieur, il vient forcément de l'extérieur. Donc c'est Covid ou grippe, hein, mais ça arrive souvent par les professionnels, les visiteurs, etc. Bien sûr. Oui, alors, ce que vous dites est vrai. Par contre, c'est vrai que dans le guide de signalement, il est rappelé que la date de début de l'épisode, c'est la date de début des signes des premiers cas résidents. Donc, dans Résident, la d'accord. date, ouais, la Ah date oui, de début de d'accord. l'épisode, c'est résident. Ouais. Bon, Mais c'est vrai que dans ouais, la description, quand on fait la courbe épidémique, en tout cas, quand vous envoyez la courbe épidémique à l'ARS, vous pouvez mettre éventuellement les personnels devant. Ça montre qu'il peut y avoir potentiellement aussi une diffusion via le personnel en amont. Ce que je disais, je l'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation, mais la courbe épidémique, ça vous aide à détecter le début d'une épidémie, mais ça permet, l'allure de la courbe aussi nous permet de comprendre ce qui se passe dans l'établissement. Et c'est vrai que quand on était au début de la crise Covid, on avait besoin d'avoir ces informations pour comprendre la dynamique de l'épidémie. Et si on a des variants aussi ou d'autres pathologies, c'est important qu'on comprenne la dynamique aussi de l'épidémie dans l'établissement. Surtout quand on n'arrive pas à maîtriser l'épidémie, c'est bien de comprendre la dynamique au sein de l'établissement. Mais en tout cas, la date de début de l'épisode dans le guide et celle qu'on a actée et retenue, c'est la date de début du premier cas parmi les résidents. Alors, concernant la question de Mme Le Maire, doit-on tester avant de vacciner pour les résidents? J'étais en train de vérifier parce que il y a une fiche qui a été faite et qui a été mise à jour il n'y a pas longtemps, campagne de rappel procédure en cas de cluster au sein d'un SMS, dont je vais vous mettre le lien là tout de suite dans le chat. Et à l'époque, il mettait effectivement qu'il fallait faire une RT-PCR. Alors, j'aurais bien, parce que c'était aussi marqué d'une manière générale, le doute doit profiter à la vaccination. oui. Moi, je testerais attention, si les gens sont symptomatiques, il ne faut pas les vacciner. S'ils sont symptomatiques, il faut les tester pour savoir ce qui se passe. Après, les gens pas symptomatiques dans un cluster, moi, j'aurais tendance à les vacciner. Ça, c'est une question un peu d'infectiologue Oui. quand même, hein. Donc, Je répondrai la même chose. ouais, moi, je dirais Les qu'il faut se vacciner. tourner vers, si vous avez des infectiologues de proximité, sinon je peux vous remettre il y a le CRAIF, enfin CRATB qui peut, il faudra que je vous redonne les coordonnées, parce que Et je c'est l'ai une lu question de... quelque part, ça. parce qu'il me semblait quand On même peut qu'il fallait vacciner sans vraiment... tester. Ouais, et en fait, c'est pour ça que je suis un petit peu gênée pour vous répondre. Je poserai la question au professeur Faure pour avoir la réponse bien en tête, mais parce que la RT-PCR systématique de tous, quel que soit leur statut vaccinal, pour moi, ça c'était avant. Enfin, c'était ce qu'on a fait à un moment donné, mais ouais, je vais reposer la question. Puisque là, c'est une version du janvier 2023, donc en fait, c'est un peu vieux, quoi. Ok, je me le note, hein, et puis donc vaccination au sein des clusters. Moi, ça, je l'ai lu quelque part qu'on Ouais, mais pouvait il faudrait qu'on ait une consigne on claire. pouvait Parce que... vacciner Ah pardon, c'est Monsieur sans le maire, je suis tester. désolée, parce que il y a une Madame le maire dans les EHPAD, excusez-moi. Les cas contacts sont à contrôler combien de temps après le premier cas positif? Alors, attends, il y avait une autre question avant. Donc, on garde le masque durant l'apparition des cas, 7 jours après le dernier cas. Alors, si on est dans un cluster, tout le monde met des masques jusqu'à ce que ce soit terminé. Il faut attendre effectivement au moins 7 jours sans Voire cas. 14 jours.
Parce que, Alors, oui, alors tu vois, comme oui, ça oui, peut arriver dans les évidemment, 14 jours après le dernier cas, ouais. au moins 7 Après, jours, ouais, de voire toute 14. façon, faut pas, enfin, je veux pas vous, je veux pas spoiler, hein, mais je pense qu'il va être assez raisonnable de porter un masque un peu en continu là bientôt, hein. Ça me paraît. Alors, il y aura pas d'obligation ministérielle, ça m'étonnerait beaucoup, hein. Je sais pas si Emmanuel, mais voilà, mais va quand même falloir parce qu'en fait, des virus, vous allez en avoir tout le temps. Ça va commencer, là pas tout de suite, mais dans 15 jours, 3 semaines, ça va circuler de partout. Il va y avoir de la bronchiolite, il va y avoir du Covid, il va y avoir de la grippe, et ben voilà. Et tout le monde, il y aura tout le temps, vous aurez tout le temps quelqu'un qui aura des symptômes. Donc de toute façon, à un moment donné, la question qui se pose, c'est à quel moment vous rendez le masque obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est une décision d'établissement. Mais en tout cas, soyons prudents. Sinon, effectivement, si vous n'êtes pas dans cette démarche de porter un masque en permanence tout le temps, tout l'automne ou tout l'hiver, effectivement, 14 jours après le dernier cas, après l'apparition du dernier cas, ça semble raisonnable. Alors, attendez, parce qu'on en perd en route, parce qu'il y en a beaucoup. On garde le masque jaune, ça, ok. Les cas contacts sont à contrôler combien de temps après le premier cas? Alors ça, il me semble que, en fait, c'est J2, je ne veux pas dire de bêtises, mais en fait, vous avez un premier cas, vous pouvez faire... Les cas contacts en EHPAD, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se focaliser sur les symptomatiques? Moi, c'est la question que je me Oui. pose. En fait, en cas de grippe, vous vous souvenez comment on faisait? En cas d'épidémie de grippe, on testait les 3-4 premiers, quoi. Enfin, les 3-4 premiers, puis après, on considérait que tout le monde avait le même virus. La seule question Alors, que ça pose, c'est s'il y a des doubles épidémies, en fait, des co-infections. Mais ça va changer quoi? dans les recommandations de mars, il est précisé dans la synthèse qu'il y a des mises à jour des recommandations du HCSP, avec levée de l'isolement systématique pour les cas positifs, ainsi que suppression de la recommandation de test à J+2 de la notification de statut pour les contacts à risque en l'absence de symptômes, en population générale au profit de recommandations générales en cas de symptômes. Voilà ce qui est indiqué. Mais en tout cas, enfin, après, c'est toujours pareil, c'est pas les tests qui vont c'est pas de tester, de trouver le virus qui va mieux vous faire maîtriser. Ce qui va vous faire maîtriser, c'est les mesures. Enfin, c'est pas que ce soit grippe ou Covid, les mesures sont exactement les mêmes. Après, la question, c'est Tamiflu, pas Tamiflu, Paxlovid, pas Paxlovid. Donc, pour la protection individuelle de chaque résident. Donc, effectivement, savoir à quel virus on a affaire, ça peut être pas mal. Et en tout cas, assez vite, en fait, parce que, alors, immédiatement, J2, de toute façon, une fois que le premier cas se déclare, vous pouvez être sûr que ça a déjà diffusé. Donc, vous pouvez assez rapidement déjà faire les contacts ou les autres symptomatiques. Moi, je me baserais vraiment sur déjà les symptomatiques, ou vraiment les gens qui mangent tout le temps ensemble, qui sont vraiment, qui jouent, enfin, qui ont vraiment une relation sociale proche. Après, le problème du contact en EHPAD, c'est qu'on peut vite être à tout le monde qui est contact, quoi. On va vous donner les recos pour le dépistage des cas contacts. En fait, c'est le texte du ministère, il n'y en a pas d'autre. Oui. Et il est un peu vieux et il n'est pas complètement à jour sur certaines Non. choses. C'est pour ça que c'est un peu. Parce que par exemple, sur le nombre de cas qui entraînent le signalement, il n'est plus à jour du tout, hein. Non. Donc, c'est pas un texte parfait, mais c'est le seul qu'on a, Oui, malheureusement. mais il y a une nouvelle instruction là qui devrait sortir en principe, qui était Bon, prévue voilà, pour. On y promis, attend. dès qu'on a du nouveau, on vous prévient. Pour les masques, alors je vois que Rita, la majorité de nos résidents ont reçu un rappel en juin. Juin, bah oui, effectivement, si vous avez eu un rappel fin juin, vous pouvez décaler et du coup en profiter pour faire la campagne grippe, du coup, plutôt que la C'est campagne bien 6 Covid. mois. Hein. 6 Ouais, c'est mois 6 mois. après injection ou infection, même les plus de 80 ans, parce que la question arrive, une question Oui, je l'ai similaire vu arrive aussi, ouais. derrière. Je l'ai vu tout à fait. Je l'avais mis dans le chat d'ailleurs. Affiche famille. Alors, j'ai vu que Sylvie, merci beaucoup Sylvie, avait mis une affiche CPS Bourgogne-Franche-Comté sécuriser les visites. Et puis, j'ai pas encore pris le temps de vous retrouver le truc de CPS Aquitaine, là, sur un peu généralement les virus aussi, qui est une affiche un peu plus ancienne. Alors, si moi, tu as répondu, pouvez-vous nous donner les liens des recos? Il me semble qu'il y avait une question de Rita. Rita. Sur FFP2. Oui, alors je sais pas, moi j'écoute pas les médias le moins possible parce qu'ils sont très fatigants, mais non, pas FFP2, hein. Enfin si, aérosolisation et Oui. personnes fragiles. Mm. Mais si ça circule encore dans les médias, bah, c'est encore voilà, ils disent encore des bêtises. Non, on reste vraiment sur les mêmes mesures, hein, chirurgicales. Enfin, je pense que ça changera plus, sauf si demain vraiment on a
On est vraiment sur précaution complémentaire, comme une grippe, chirurgicale pour tout le monde, mais FFP2, si geste à risque d'aérosolisation ou personnes fragiles, effectivement, ça du coup, bien sûr, hein, j'entends que certains portent des FFP2. Et on reste sur la même méfiance vis-à-vis des FFP2 à couture centrale et attache derrière les oreilles, hein, ça n'a pas changé ça. Hein. Les KN95, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours aussi... L'INRS n'a pas changé d'avis, c'est toujours considéré comme un non-FFP2, enfin un FFP2 qui n'en est pas vraiment un. Donc soyez plutôt sur la bonne pratique du masque chirurgical. Parce que moi, j'en vois de nouveau sous le menton, sous le nez. Donc, je ne parle pas des professionnels, hein, mais en général, on revoit des pratiques de masque assez peu protectrices. Que vous savez que si vous le portez sous le nez, vous avez la magnifique porte d'entrée du virus qui est grande ouverte. Donc vraiment, plutôt rappeler aux professionnels, voilà, le chirurgical, c'est sur le nez, la bouche, le menton, bien déployé. Si c'est trop grand, on fait un petit nœud derrière les oreilles, etc. Alors, avec port de lunettes, si soins invasifs. Bonjour. Port de masque, si soins invasifs. Ah oui, ah oui, alors bien sûr, hein, pardon. Oui, en fait, on reste sur les mêmes protections. Les EPI, c'est la même chose, en fait. Parce qu'il y a une porte d'entrée oculaire, effectivement. Je ne l'ai pas redit. Parce que le masque Puis on n'était pas sur Covid spécifiquement, on était plus sur IRA, mais oui, c'est une porte d'entrée, les yeux. Donc, si on est vraiment exposé, de toute façon, si vous êtes sur exposition au liquide, biologique en général, lunettes ou visière. Et ça, quel que soit le virus, je veux dire, ça fait pas de mal. Hein. Donc, effectivement, si on est vraiment sur quelque chose, grande proximité, on donne le repas, le résident tousse, risque de vous tousser dessus, de projeter, effectivement, n'hésitez pas à rappeler aux professionnels que oui, les lunettes ou les visières, ça marche. Et qu'il faut les entretenir, par contre. Alors ça, du coup, est-ce que tu as la réponse à cette question? Bonjour, si personne nouvellement arrivée n'a pas eu de vaccin du tout, je suppose. Ouais, c'est ça, une seule injection pour interrogation. C'est une question de vaccination. Emmanuel, ce que tu disais, on ne tient pas compte du schéma initial. Donc du coup, on fait une injection et c'est tout? On t'entend plus. Ton micro est coupé. Oui, j'ai coupé mon micro, excusez-moi. Non, comme je disais tout à l'heure, dans le DGS qui a été renvoyé à tous les EMS, c'est indiqué, la stratégie de vaccination, on ne prend pas compte du passé vaccinal après 4 ans, enfin à partir de 5 ans. Mais par contre, les petits de 6 mois à 4 ans, il y a tout un schéma à prendre en compte avec première, deuxième, troisième injection, mais pas au-delà, à partir de 5 ans. On ne se préoccupe pas du passé vaccinal. Et je pense qu'il ne donne pas l'explication de cette, comment dire, de cette stratégie, mais comme effectivement le Covid maintenant circule depuis 3 ans, même des gens qui n'auraient pas été vaccinés, ils doivent, enfin Karine, tu pourras donner ton avis là-dessus, on est quand même bien protégé, même si pour ceux qui n'auraient pas été vaccinés, ils ont pu faire un Covid asymptomatique. Enfin, en tout cas, dans le DGS qui est sorti récemment sur justement l'avancée de la vaccination antigrippale, contre le Covid, il disait que on ne tenait pas compte pour les plus de 5 ans, enfin à partir de 5 ans, du passé vaccinal, des rappels, voilà. Donc on vaccine une fois et puis voilà quoi. On vous renverra le DGS si vous voulez. Ouais, je pense qu'on peut peut-être faire un renvoi général. Je vais même vous le mettre d'ailleurs, le Ou tu peux le mettre peut-être tout de DGS. suite. Et Ouais. après, du coup, il y avait une question, où pouvons-nous trouver le support réajusté de signalement IRA? Du coup, c'est le support du Dr Windels ou c'est... Parce que parce que nous, les supports, nous, on les mettra sur notre site, hein, ça c'est sûr, sur la page des formations. En fait, à côté de l'annonce de la formation, on mettra, et puis on mettra l'enregistrement, mais il faut que je le fasse redécouper par mon spécialiste local, donc ça ne va pas être tout de suite, ça sera peut-être que la semaine prochaine. Et on vous mettra l'enregistrement et les 3 supports. Je pense que la question, c'est sur les données les outils du classeur adaptés IRA plus avec Covid-19. Donc ça, tous les outils du classeur IRA plus, comme le disait Dr Cerf, ont été mis à jour sur le site de l'ARS. On Pas a mis tous, France. hein. Pas tous, Pas Karine. encore tous, mais... Non, d'IRA plus. Ah oui, d'IRA plus, oui. Après les autres pathologies, comme on le disait, ça sera mis à jour ultérieurement. Donc, tous les outils régionaux IRA+, ont été mis à jour sur le site de l'ARS Hauts-de-France. Et après, le guide de Santé publique France est disponible sur le site de Santé publique France.
Et de toute façon, les présentations qu'on a faites aujourd'hui avec les différents liens vont être mises à disposition sur le site du CEPIAS. Et je vois que Gwenaëlle hoche la tête, donc Hoche la elle tête, confirme. tout à pas de sérologie avant vaccination, absolument pas. La seule chose qui compte, c'est est-ce qu'ils ont un Covid en cours. Enfin, en fait, infection en cours égale pas de vaccination. Si on veut simplifier, effectivement. Voilà, donc ça, c'est tu as remis je vois qu'Emmanuel a remis J'ai mis le DGS. le 17. DGS urgent sur la vaccination. Ah, c'est sur l'avancée de la campagne Covid. Hein. Voilà, et dedans, on a le schéma vaccinal, simplification du schéma vaccinal, comme je vous indiquais. Et il y a également eu, alors ça c'est vrai qu'on n'a pas communiqué dessus, mais parce qu'on est hors épidémie, mais il y a aussi également une proposition de simplification de schéma vaccinal pneumocoque. Il y a des médecins qui sont connectés, qui veulent plus d'infos, ils peuvent me contacter directement, puisque je pourrais leur donner les informations. Il y a un schéma vaccinal simplifié pour pneumocoque. Bon voilà, ça peut toujours servir aussi. Donc, les taux d'incidence, Karine, c'est sur Géode, hein, c'est ça, c'est ce que tu as envoyé? En fait, il y a des données qui sont mises à jour sur Oui. Géode, notamment au SPIT, passage SOS médecin. Après, il y aura une publication. Alors nous, on veille régulièrement les données. On fait les calculs de taux d'incidence. On n'a pas publié régulièrement parce que la publication, comme je vous disais tout à l'heure, ça commence en semaine 40. Là, on est sur des taux qui sont entre 38 et 41 pour 100 000 habitants. Donc, ça continue à augmenter, mais on reste sur des taux. Là, cette semaine, ça diminue un peu moins fort que la semaine précédente. Donc, on reste vigilant. En fonction des proportions de dépistage aussi, les taux de dépistage, on n'est pas forcément. On peut avoir une sous-estimation, donc on est vigilant. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui nous alerte, il y a une publication qui est faite. Hein. Mais là, actuellement, il y a des données qui sont mises à jour sur Géode avant la publication des points épidémiaux. Ouais, mais du coup, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de la circulation, mais voilà, on n'a pas encore de vaccination pneumo. Oui, je peux mettre le lien. Après, l'avis de la HAS, il est un peu long, mais vous avez des, il faut passer, enfin, sauf si vous avez le temps, mais il faut passer il y a tout l'argumentaire scientifique, etc. Mais il y a il y a toujours à la fin sur ce genre d'avis, il y a des encarts avec leurs recommandations qui sont du coup très simples, mais il est un petit peu long quand même l'avis de la HAS, mais je vous le mets quand même et puis si on voit passer, parce qu'on a des collègues d'autres CEPIAS qui travaillent sur la vaccination, en particulier Auvergne-Rhône-Alpes, et s'ils mettent à jour, ils avaient un document ancien sur le pneumocoque, s'ils le mettent à jour dans le sens du nouveau schéma, on le diffusera du coup, parce que donc c'est en fait c'est le remplacement du schéma ancien par une seule injection de pneumo de 20 de valence PC, je ne sais plus comment il s'appelle, VPC, pardon, VPC 20 au lieu de VPP 23, VPC 13. En fait, c'est un seul, c'est VPC 20 et qui prend la place de l'autre. A-t-on plus de connaissances sur les normes de la sérologie Covid? Mais pour moi, aujourd'hui, la sérologie Covid, comme on est tous vaccinés, je ne suis pas sûre. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait il n'y a pas de surveillance pour moi. Enfin, il n'y a pas de surveillance de la vaccination par la sérologie. Donc, en fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore des indications à faire des sérologies Covid. En fait, aujourd'hui, les études montrent que les anticorps tombent très vite, en moins de 6 mois, enfin en 6 mois et quelques, en tout cas en moins d'1 an chez tout le monde, et que du coup, il faut revacciner les gens fragiles. Pour l'instant, on sait. Mais pour moi, enfin, je ne sais pas si Karine, tu as des infos là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas de place pour la sérologie Covid aujourd'hui. Hein. On ne vaccine pas sur sérologie, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas de. C'est pas ce qui est recommandé. On vaccine en systématique les gens fragiles et qu'ils aient encore des anticorps ou pas d'anticorps. S'ils en ont encore un peu, ça va les rebooster. S'ils en ont plus du tout, ça va en faire. Et c'est vraiment la prime à la vaccination. Hein. Enfin, faut vraiment insister sur. Il y a beaucoup plus d'intérêt à vacciner qu'à ne pas vacciner. Enfin, je pense que je ne vais pas dire de bêtises. Je ne suis pas une spécialiste, hein, mais. Après, si vous avez vraiment des questions très infectiologiques comme ça, je vais vous redonner quand même dans le chat le lien vers les infectiologues régionaux, parce que là, quand même, je suis vraiment à la limite de mes compétences.
Le CRAIF, alors il s'appelle plus comme ça normalement, il s'appelle CRATB, mais j'ai pas encore le nouveau flyer. Donc c'est les mêmes numéros de téléphone, c'est 2 numéros de téléphone, un pour le Nord-Pas-de-Calais, un pour l'ex-Picardie, qui vous donne accès à un infectiologue des centres hospitaliers et entre autres des 2 CHU, et qui peuvent vous conseiller sur les vaccins, les antibiotiques, etc. Donc je faut que je vous retrouve ça. Si je l'ai sous le clic, le flyer du CRAIF. Alors, il y a 2 numéros. Je vais essayer de vous faire un... Ah bah non, je ne peux pas faire de copier-coller, c'est un PDF. J'essaie de chercher également, hein, si je trouve. Bah moi, j'ai le flyer sous la main, mais c'est un Ah. PDF et du coup, je ne peux pas le... Alors, je vous mets le numéro. Je vais vous mettre directement le numéro pour le Nord-Pas-de-Calais. NPDC, c'est le 06 22 18 03 52. Donc ça, c'est les infectiologues. Hein. Vous n'êtes plus sur l'hygiène hospitalière, la prévention, l'épidémio et tout ça. Vous êtes vraiment... Et pour l'ex-Picardie, c'est le 06 28 98 16 70. Zut. 06. Et donc, c'est de lundi au vendredi je crois que c'est aux horaires de bureau. Enfin, j'ai plus les choses en tête. 98 16 70. Et si vous voulez le flyer, vous me le demandez, je vous l'enverrai. Et les horaires, c'est 9h-18h du lundi au vendredi. Donc il y a toujours quelqu'un. Moi, j'ai déjà appelé quand j'avais des questions, moi aussi. Et voilà, vous aurez quelqu'un qui vous répondra. Et puis, vous pouvez aussi avoir, alors ça dépend un peu de vos situations, mais si vous êtes rattaché à un établissement, il peut y avoir aussi un infectiologue de proximité, local, un référent, etc. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on vous libère? On avait répondu à la question à partir de quel taux être vigilant sur la région, je ne sais plus. Ah, non, on n'a pas répondu. En fait, je ne sais pas du coup, Karine, tu pourras répondre, mais c'est quand on passe en orange, en fait, sur les cartes. On est d'accord? Enfin, si vous faites toujours la même présentation avec des petites cartes de France, là. Oui, voilà. Non, mais c'est On vachement bien. continue. Enfin, moi, je me base toujours là-dessus. Hein. Bon, après, il faut toujours être vigilant, hein, parce que là, bon, on voit que ça augmente, ça continue sa pente croissante, mais voilà, il faut toujours être vigilant et en fonction des différents seuils, effectivement, et différents critères, on met des seuils, des couleurs différentes, phase pré-épidémique, phase épidémique, post-épidémique. Et effectivement, à partir du moment où on passe en orange, c'est qu'on est en phase pré-épidémique, et puis après en rouge, on est en phase épidémique. Au niveau Donc régional, ça, mais en fait, ça ne oui, vous pardon. empêche pas d'être vigilant en local, en fait. C'est-à-dire que si ça clignote chez vous, même si on n'est pas en pré-épidémie sur la région, vous sortez les masques. En fait, faut pas, enfin, il n'y a pas que les Oui, chiffres c'est ça. régionaux qui comptent. Hein. Nous, on milite vraiment pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien prendre des décisions, vous, en interne, du coup, ça va être le directeur. Hein, mais si le directeur dit, bah non, moi, voilà, je sais que voilà, autour de nous, il y a plein de Covid. Ma femme, là, à l'école de mes enfants, il y en a plein, etc. J'ai des professionnels qui m'ont appelé qui sont grippés chez eux, enfin, qui sont pas bien. On se réunit, on dit bon, non, mais là, on remet le masque. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre que forcément la situation locale peut être différente de la situation régionale, parce que les indicateurs SP France, ils sont, ils sont sur un ensemble de données. Enfin, ça, du coup, c'est plus toi, Karine, tu pourras redire, mais c'est un calcul c'est une vision un peu plus macroscopique, quoi. Un peu plus. Donc, ça, faut pas. Exactement. Rien ne vous empêche de prendre des mesures plus tôt, en fait. C'est ça que je veux dire. Karine, tu veux Je suis compléter? d'accord avec toi. Ouais. Mais par contre, par exemple, si vous prenez l'exemple de mes collègues ici au CHU, effectivement, ils attendent pour déclencher vraiment leur campagne active de vaccination, etc., ou voire même de port généralisé du masque dans toute la structure, mais on est à l'échelle d'un CHU, 1700 lits. Là, ils attendent les indicateurs régionaux. Mais ça n'empêche pas que nous, par exemple, au CHU, il y a déjà des services où le port du masque est déjà remis, parce qu'il y a un cluster local. Donc, en fait, si la structure est petite,
pouvez très bien avoir un cluster local sans qu'en région, ce soit encore aux chiffres qui font basculer en pré-épidémie. Donc voilà, je pense qu'il faut être vraiment très réactif, voire même proactif. Vous sentez que ça chauffe, vous mettez les masques. Enfin, je pense que là, si vous n'en avez pas, c'est le moment d'en commander. Nous, on en a commandé, ça y est. Nous, c'est pièce, ça y est, parce qu'on a eu déjà plusieurs petites alertes de gens symptomatiques. Le tout, c'est de réussir à expliquer les gens. Bah oui, je suis bien d'accord avec vous. Alors, il ne faut pas paniquer. C'est pas, il faut justement, au contraire, il faut vraiment essayer de faire passer l'idée que maintenant, c'était déjà comme ça avant, en fait. C'est juste peut-être on ne faisait pas tout à fait ce qu'il fallait, mais ça a toujours été comme ça. En automne-hiver, il y a toujours eu de la grippe. Ce n'est pas une invention de 2020. Donc, il y a de la grippe, du Covid, du VRS, il y en avait déjà. Donc, en fait, il ne faut pas paniquer. C'est juste, voilà, il y a des épidémies en hiver, c'est normal. On met des masques, c'est bien. On se frictionne un peu plus les mains, c'est encore mieux. Et ça va relativement bien se passer. Et plus vous anticiperez, mieux ça se passera. Mais ça, c'est vraiment une... Il n'y a pas besoin d'études épidémiologiques pour ça. Voilà, c'est sûr, ça marche. Et les études épidémiologiques le montrent. Quand on prend des mesures tôt, eh ben, on a des clusters moins gros. Après, ça dépendra de vos... Enfin, si vous avez beaucoup de résidents déambulants, vous arriverez moins à maîtriser le phénomène, évidemment. Hein. Donc, il ne faut ni paniquer ni culpabiliser. Mais il faut prendre les mesures le plus tôt possible. Je crois qu'il y a encore d'autres questions. Port du masque, toujours 4 heures et 8 heures FFP2, 9. Alors, 9, ça dépend. Si vous êtes sur un cas individuel de Covid ou de grippe ou de je ne sais quoi, là, c'est je change de masque, je mets un masque avant d'entrer dans la chambre, je l'enlève, je le jette après et j'en mets un autre quand... voilà, je mets un masque, c'est un masque pour un acte parce qu'en fait, le masque va être contaminé. Si après, vous passez en port généralisé de masques dans la structure, là, bien sûr, bah, vous allez les porter un peu plus longtemps, mais vous n'êtes pas obligé d'atteindre les 4 heures. En fait, je le change quand même régulièrement parce que sinon, il va être abîmé, il va être mouillé, il va être souillé et il va devenir lui-même vecteur de virus. Donc, je le change. Bah, je vais boire un verre d'eau à l'office. J'en profite pour jeter mon masque, en remettre un. Je vais me déjeuner, je profite, je jette mon masque et j'en remets un propre, etc. Il ne faut plus raisonner en 4 heures, 8 heures. Soit c'est une chambre avec un résident qui a une IRA. Donc là, je mets un masque avant d'entrer. On n'est pas encore en port généralisé. Je mets un masque avant d'entrer, je le jette à la sortie. Je me fais une friction avant-après. Soit on est en port généralisé du masque, il faut quand même en changer régulièrement parce que sinon, ils vont être souillés, moins efficaces. Enfin voilà, les 4 heures, c'est le maximum. Hein. Ce n'est pas le minimum, c'est le maximum. Peut-on mettre une visière en complément du masque afin d'éviter de le changer? Alors moi, non. Bah non. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. On est bien d'accord que c'était une mesure un peu dégradée. Vous vous souvenez, un pénurie. Enfin voilà. Effectivement, ça va vous permettre de protéger. Si vous êtes vraiment en énorme cluster, pourquoi pas? C'est-à-dire que du coup, effectivement. Mais en fait, le masque, on va le toucher quand même. Enfin, d'expérience, hein, je vous dis pas ça, c'est pas du tout un... Je vous dis pas du tout, c'est pas un jugement de valeur. Hein. On touche tous nos masques, en fait. Donc, en fait, dès qu'on va y tripoter, l'avoir touché, c'est plutôt ça le critère. Je ne l'ai pas touché, j'ai ma visière par-dessus, je passe de chambre en chambre, je touche à rien, ok. Mais en fait, votre visière elle-même, elle est contaminée aussi. Donc, dès que vous mettez vos mains, ça va devenir un vecteur de dissémination de virus. Donc, prudence, quoi. En tout cas, il ne faut pas le faire pour économiser des masques. Vraiment. Mais si vous avez un enchaînement de soins dans un enchaînement de chambres où tout le monde est contaminé et tout le monde a le Covid ou la grippe, effectivement, c'est entendable. Mais friction bien entre chaque chambre. Et puis après, une fois que vous avez fini vos soins de toutes ces résidents Covid, hop, là, vous allez nettoyer votre visière, vous l'enlevez, vous la nettoyez et vous changez votre masque. Voilà, ça, c'est ma vision d'hygiéniste. Sylvie, hein, tu peux intervenir si tu veux, parce que je sais que tu es là, je te vois. Sylvie Marchand, c'est ma collègue infirmière qui est sur le médico-social, mais voilà, je pense qu'il faut être à la fois pragmatique, mais raisonnable sur... Il ne faut pas rester sur ce qu'on a fait pendant le Covid, c'était quand même très particulier et très lié à un moment donné, en tout cas au début, à la pénurie de pays.
Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut généraliser. Après, il y a un côté pratique, hein. Si vous enchaînez les soins avec toute une série de résidents qui ont le virus a priori, bon, bah voilà, vous pouvez effectivement ne pas changer de masque et de visière. Mais dès que vous allez changer d'activité, changez de pays, parce que sinon, vous allez transporter du virus partout. Ça fait à peu près aucun doute. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, finalement, on avait bien fait de prendre 2 heures, hein, on y arrive, au bout finalement. On a perdu quelques participants en route, mais J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions du chat. cette fois on attend. Si jamais vous avez des regrets, on fait service après-vente. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Enfin voilà, non mais vraiment, hein, on n'a pas forcément répondu à tout. D'autres questions peuvent se présenter. Vous pouvez avoir une situation, voilà, vous voyez, il suffit de demander. Et vous pouvez avoir une situation particulière aussi. Là, on a essayé d'être généraux. Oui, le webinaire, il faut juste que je le fasse recouper par mon biostat, qui est mon expert en informatique. Mais oui, on va vous mettre à disposition. 3 cas en chambre Covid, masque avant de rentrer en chambre et déjà pour tous dans le service. 3 cas égale épidémie. Donc, j'ai envie de dire à Madame Moins, oui, alors masque avant de rentrer dans la chambre, ça c'est sûr sur un seul cas même. C'est-à-dire dès le premier cas, tout le monde met un masque avant de rentrer dans une chambre. Ça fait pas de doute. Ça, c'est précaution complémentaire gouttelette. Là, vous ne posez pas la question. IRA égale masque individuel. Par contre, le masque pour tous, ça, c'est à trancher un peu. Moi, je dirais plutôt oui, vraiment, hein, parce que je pense que ça va vous permettre de freiner les choses, mais il faut que ce soit décidé en collégialité. Il n'y a aucune reco qui va vous dire masque... Enfin, des 3 cas masque systématique, je ne sais même pas ce que la SF2H dit là-dessus. Ils disent qu'il faut en fait apprécier la situation. Merci pour la piqûre de rappel. Bah oui, c'est d'actualité. Donc voilà, moi j'aurais tendance à pousser pour le port du masque, mais il faut que ce soit décidé en toute. Il faut en discuter avec les professionnels parce que s'ils ne veulent pas ou qu'ils freinent, en tout cas, il faut aller discuter avec eux. Il faut aller leur expliquer, leur dire voilà, il y a plein de Covid, il y en a plein dehors, il y en a plein dedans. Ce serait peut-être pas mal qu'on protège nos résidents et puis leurs familles aussi, hein, parce que ils peuvent aussi avoir une mère, une grand-mère. Enfin voilà, c'est de l'épidémie qui s'étend à tout le monde, hein, c'est pas réservé à l'intérieur de l'EHPAD. Donc, moi, je pousse pour le port du masque. Après, je sais que c'est pas si simple, hein, mais non, mais je sais que c'est pas facile. Enfin, voilà. Les gens, ils en ont marre, ils disent encore, on n'en sortira jamais. Mais oui, tous les hivers, ce sera pareil.